6 points en 2 matchs de poule. La France est qualifiée pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. Ça fait plaisir, vous êtes bien chez la First Team pour une nouvelle édition de la Classe Foot. On est avec vous pendant plus d'une heure pour débriefer ce match France-Pérou et la victoire des Bleus 1-0. Bienvenue chez nous, bienvenue chez Oh My Goal parce qu'on est en direct sur leur Facebook comme d'habitude avec le directeur de la publication d'Oh My Goal, Maxime Orbet. Ça va Max? Tout va bien, victoire, qualification, heureux. Thomas Dufan est avec nous bien sûr, Erwan Abotret et l'homme de la FFF, Emmanuel Moine. Ça va? Ouais, super les amis, on est qualifiés, hein, donc c'est cool. Ouais, on est content. Ouais, il y a c'est... d'autres choses à raconter quand même. Moi, pourquoi t'as une liane derrière ton oreille? C'est la mode à New York. Ce gars, c'est un apprenti Jedi, mon frère. C'est la mode à New York, je vais tout de suite remettre mon... On est bien sûr en direct hein, sur le stream comme d'habitude, comme à chaque fois que la Classe Foot est présente. Et pour cette Coupe du Monde, on vous le rappelle, on colle à l'actu des Bleus, le planning des matchs des Bleus. On essaie de faire avant-match, mi-temps et puis après-match avec vous. Voilà le récap en tout cas de cette Classe Foot spéciale. Spécial France-Pérou, c'est parti tout de suite, mais sachez-le, juste avant, on a fait le tour de Webedia et on s'est posé la question, comme vous, juste avant France-Pérou, qui va gagner et quel score? France-Pérou, retour du 4-2-3-1, fini les jambes molles, victoire de la France 3-1. Mais bien sûr, allez les Bleus, 2-0, 2-0, il n'y aura pas de souci de défense, un but par mi-temps, on est tranquille, la chatte à Dédé. Je pense 1-0 pour la France. 1-0 pour la France? Oui, 1-0 pour la France. Qui va marquer? La France. Je parie pour un 2-1. La titularisation de Giroud va nous porter jusqu'au 8e de finale. Doublé Giroud. Et j'ai parié dessus. Allez, PMU. Alors ce soir, je pense très sincèrement que la France va faire un 2-1 contre le Pérou avec un but de Griezmann et un but d'Mbappé. De partout, match accroché, on se fait super peur, mais finalement on revient bien et on se lance pour le Danemark, de partout. Alors, 2-1 pour la France et c'est Grisou qui va mettre les deux. Bravo. 3-1 pour l'équipe de France, match serré et but de Giroud et Griezmann pour nous libérer en fin de match. 1-0 pour la France, but de Giroud. Très bien, merci. Réponse en tout cas, chapeau à elle. Et la présence de Léa Salamé en fin de... On nous dit dans les commentaires qu'il y a des petits soucis de son, c'est trop fort, c'est pas assez fort. On va régler le volume. En tout cas, on est là, il suffit qu'on continue pour que ça revienne correctement. Tout de suite, après avoir vu ces pronos, où forcément tout le monde est un petit peu ridicule après le match, je pense qu'on va en venir au match et résumer la situation, la rencontre ensemble. Allez, c'est tout de suite. Allez. Voilà cette rencontre, cette victoire du Pérou. Ça crache hein, dans les oreilles. Ouais, on a eu un petit acouphène qui est arrivé tout d'un coup, nous aussi. En tout cas, cette victoire des Bleus, on s'attendait peut-être à mieux pour certains. On voulait la victoire, on l'a eu. Comment vous l'avez vécu? Mi-temps par mi-temps, d'entrée de jeu, les Bleus étaient là. En tout cas, il y avait une cohésion. Il y avait cette nouvelle composition d'équipe avec ce 4-4-2, 4-2-3-1 et finalement une cohésion et une équipe qui a répondu présent dès le début du match. Ouais, c'est ça. On n'a pas trouvé, moi. Bah, pas de bleu. Sur les 5 Moi, j'ai premières trouvé minutes. qu'on se fait bouger 10 minutes, un quart d'heure. On a 5 bonnes minutes où on trouve Giroud, on arrive autour de Giroud à avoir 2-3 occasions. Mais je trouve qu'on fait 20 premières minutes, on se fait plutôt dans l'ensemble. Plutôt Moi, je trouve que tu es sévère avec les 20 premières minutes. Les 5 premières minutes, l'équipe de France n'était pas là. Après, le système s'est mis en place. Pogba a pris le jeu à son compte et l'équipe de France s'en est sortie. On a milité pour un 4-2-3-1. Enfin, moi, personnellement, j'ai milité pour un 4-2-3-1 la semaine dernière. Dédé l'a mis et ça a porté ses fruits dès le début du match. De toute façon, dans cette équipe, on a compris plein de trucs par rapport au premier match. La gestion des temps faibles. Alors oui, on n'a pas pris de but, mais quand on est dans les temps faibles, on est vraiment dans les temps faibles. On touche plus la balle et dès qu'il faut faire 3 passes, tu as l'impression que si N'Golo Kanté ne récupère pas le ballon, eh bien t'es catastrophique. Pogba a eu ses moments de gloire, j'ai envie de dire, sur le but notamment et sur 2-3 actions bien tranchantes. Mais sinon, on a quand même bien souffert jusqu'à la fin du match. Dans les commentaires, on nous dit qu'il n'y a pas eu de son au début, qu'ils n'ont pas eu les pronos. Donc il faudrait juste avoir les pronos du tour de table. Moi, j'avais dit 2-0, un but par mi-temps. Il m'a manqué une mi-temps. Erwan, t'avais dit quoi? J'avais dit 3-1 parce que je pensais que l'équipe de France allait jouer au football. Mais au pire, on va la remettre, hein, c'est pas grave. Hein. Non, mais on peut la remettre si personne n'a entendu. Moi, je trouve ça cool de la remettre. Elle est marrante, cette petite vidéo. En plus, il y a 2-3. On peut aller. Si on est calé en régie, vas-y. Moi, si le son fonctionne et qu'en régie vous êtes OK, vous nous dites et vous faites un petit coucou par la fenêtre et vous nous dites et on la remet. Manu, t'avais dit quoi? Moi, j'avais dit 2-2. Ça commence très mal et finalement, ça revient. Et finalement, on revient et on se lance pour la Coupe du Monde. Steph Brun, t'avais dit quoi? 1-0, merci. Merci. 1-0 but de Mbappé. Max, j'ai dit 3-1. Et moi 2-1. Comme Erwan. Et moi 2-1.
Bon, bah voilà, tout le monde avait raison, ou presque en tout cas. Juste pour revenir sur la physionomie du match, parce que c'était la question que tu posais initialement, ce qu'il faut quand même dire, c'est que dès les 5-10 premières minutes, il y a un énorme combat quand même qui se met en place sur cette pelouse, et que je pense que cette équipe du Pérou nous a fait beaucoup mal lorsqu'elle a joué très très haut, notamment sur les 5 premières minutes, et tu regardes, ils reculent un petit peu au fur et à mesure, ce qui nous permet d'avoir, je crois, 4-5 occasions entre la 10e et la 16e, et par contre, avant la demi-heure de jeu, le Pérou recommence à jouer très très haut, et là on commence à reculer, on est très très mal. Et ils concèdent quelques occasions, les Bleus, avec un sauvetage en première période d'Hugo Lloris, qui a eu peu de choses à faire finalement, mais qui a été à nouveau présent quand il a fallu. On va y venir tout à l'heure dans le débat sur chaque joueur, mais en tout cas, quand on disait qu'ils sont bien rentrés dans le match, on a senti quand même les Bleus consciencieux. On les a sentis moins sous pression que lors de leur entrée en matière samedi dernier. Alors, pas assez pour moi, ou même pas du tout. Moi, j'ai pas trouvé cette équipe de France rassurante. Alors, c'est toujours dur après d'aller rentrer dans les mecs quand tu enchaînes 2 victoires en 2 matchs en Coupe du Monde. Ok, 6 points, on est qualifié. Mais au bout d'un moment, nos ambitions, elles sont où, quoi? Quand tu vois le début de la Coupe du Monde de tout le monde, qu'est-ce que tu veux de mieux? Il y a plus de petite équipe. Mais l'exemple vient où? Moi, je vois aussi des Belges qui ont fait une entame de Coupe du Monde. Contre le Panama, c'est une équipe de CFA2. Donc nous, on a joué le Brésil 70 au premier match. On fait 2 matchs. Je suis désolé, ça fait 2 matchs qu'on joue, 2 matchs qu'on ne propose rien, et on va commencer à sortir le gel. Et... Non, mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Tu sais, quand tu dis qu'on n'a rien proposé, au contraire, il y a eu. Par moment, alors ça a été court, ça a été 20 minutes, on a eu enfin ce qu'on voulait voir, c'est-à-dire un Giroud à la pointe de l'attaque, qui aiguille, qui fait des petites remises de la tête, notamment celle de l'action pour Griezmann avec un bel arrêt du gardien. On a eu, pendant 20 minutes, j'ai envie de dire, une équipe de France qui nous a plutôt séduite. Le problème, et là par contre je te rejoins, c'est que, et encore une fois je parlais de temps faible, c'est qu'on a eu 1 heure de temps faible et qu'on n'a pas existé. Et là, quand on rentrera dans les physionomies dans les performances des joueurs, et ben on va reparler des leaders. Et on va reparler des mecs qui doivent mettre un peu plus de niaque. Et on va parler de tous ces mecs-là qui nous déçoivent un peu sur les performances individuelles. Après, on joue une équipe qui joue complètement sa peau, qui sait que si elle perd, elle est éliminée de cette Coupe du Monde qu'elle n'a pas disputée depuis plusieurs décennies. On sait les garçons qu'il y avait en face et l'intensité, le jeu sud-américain et l'intensité aussi qu'ils peuvent mettre. C'est un match particulier, il fallait absolument le gagner. C'est chose faite, tout n'a pas été parfait, on va y revenir sans doute dans le détail. Mais ce qui est intéressant, il y a 2 choses moi, qui sont intéressantes, c'est que dans le combat, les Français y étaient. Alors c'est une des plus jeunes équipes de cette Coupe du Monde et c'était important. On a parlé des fondamentaux après l'Australie, et ben là on y est, en tout cas dans ces fondamentaux. Et après dans le jeu offensif, moi j'ai vu des belles combinaisons et ça aussi c'était attendu par rapport au premier match. On a tous vu les mêmes combinaisons. Moi j'en ai pas vu assez, c'est ça que je dis. C'est que j'en ai pas vu assez. J'ai vu encore pas mal de déchets techniques, notamment sur la première demi-heure. Je trouve que cette équipe de France, qui est l'une des plus talentueuses intrinsèquement de l'histoire. Vraiment, on va pas refaire l'effectif, mais je trouve qu'il y a du talent technique dans cette équipe. Je trouve qu'on a un déchet technique. Qu'on a du mal. Mais donc en fait, on est en train de. Toutes les équipes. Donc on est en train de se jauger par le bas. Mais non, désolé. Non, toutes les équipes dans cette Coupe du Monde ont des moments où leur leader rate des contrôles, où Pogba, il y a eu 2 moments. Et en quoi c'est mon problème? En quoi c'est mon problème les autres équipes? Tu peux pas dire que l'équipe de France a des moments de déchets techniques, ok, mais sauf que ça marche même pour les meilleures équipes. Je m'en fous. Moi j'ai vu l'Espagne hier, je me suis pas dit, c'est hyper rassurant. Je te dis que l'équipe de France doit est largement capable techniquement d'être beaucoup plus sûr. Je trouve que par moments on recule, comme vous l'avez dit en entame d'émission, qu'on subit parce qu'on rend des ballons beaucoup trop vite, parce que des fois on joue pas assez simple. Et c'est ça que moi qui m'agace un petit peu. Je trouve qu'on pourrait se rassurer beaucoup plus par une technique beaucoup Comment plus... tu l'expliques? C'est un manque de vision du jeu? C'est un manque c'est la pression? Là on a affaire à des mecs qui... Justement, on est une équipe de mecs qui sentent le ballon, à part un dont on va reparler tout à l'heure. Mais on a plutôt des mecs qui sentent le jeu, qui sont assez justes. Techniquement, je trouve qu'on se complique la tâche par des... Voilà, je ne l'explique pas spécialement, en tout cas je le constate et ça m'inquiète un petit peu pour la suite. Ton constat est le bon. Il y a beaucoup de déchets techniques. Les premiers duels sont un peu compliqués. Pogba en percé 3 premiers duels, je crois, dans le match, etc. Le constat est bon. Après, dans l'explication, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire aussi que ce bloc péruvien, il a joué avec des lignes archi resserrées, avec une pression qui a été énorme et que je pense que ça fait déjouer l'équipe de France. Là, on est sur la première mi-temps. À la mi-temps, ils ont la possession. Je te parle sur le début du match. C'est un 52-48, c'est équilibré, mais la possession est péruvienne. Mais sur l'ensemble du match, elle est péruvienne, c'est la possession. On peut quand même dissocier clairement, et Max, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, clairement les demi-temps. Moi, j'ai trouvé qu'on a fait une bonne première mi-temps. La mi-temps, on se regarde, on se dit pas, oh, on est nul contre l'Australie. On s'est dit, franchement, c'était cata. Moi, la mi-temps, je suis plutôt rassuré. On mène, on a des occasions. Alors oui, Lloris fait une super parade, mais il n'empêche que, voilà, on est dans notre match. Et enfin, on voit une évolution par rapport au premier match. Les 2 premières mi-temps du premier match étaient catastrophiques. Là, j'ai vu une 3e mi-temps de Coupe du Monde plutôt intéressante, avec des choses que j'avais envie de voir et qui sont mises en place. Et Max, t'es déçu, toi, de voir que l'équipe de France, à nouveau, dans le premier quart d'heure, n'arrive pas à marquer par Griezmann, qui fait une belle reprise de volée, par Mbappé. C'est des choses où il faut être un peu plus tueur.
Non, moi j'ai aucune déception par rapport à ce match et je vous trouve assez dur avec l'équipe de France parce que on a cherché à faire un match pragmatique. Le Pérou, c'était l'équipe la plus au point collectivement de tout le groupe. C'était le match compliqué. Le deuxième match, on sait qu'il est charnière. La France a abordé le match quand Deschamps met Matuidi ailier gauche. On sait très bien qu'à partir de ce moment-là, Deschamps essaie d'être pragmatique, comme tout le temps. Pas vraiment ailier gauche, pas vraiment ailier gauche. En tout cas, j'ai plusieurs fois débordé, centré, pas sûr, mais en tout cas, il le met égal d'Mbappé. Ils ont tout le temps été à deux sur la même ligne. Donc je ne sais pas si c'est Mbappé qui a été milieu droit ou Matuidi qui a été ailier gauche. Bref, on sait que Deschamps a cherché à être pragmatique. On l'a été. Combien d'occasions l'équipe de France a concédé? Franchement, très peu. Il y a l'arrêt de Lloris, il y a la frappe de loin, mais on ne peut pas considérer ça comme une occasion parce que peu importe le système, quand tu tires de 30 mètres, voilà, c'est un exploit. La France était pragmatique, a gagné ce match et a fait ce qu'il fallait faire. Tu parles de la frappe sur la barre là? Ouais, incroyable. Elle est bien amenée, quoi. C'est pas une frappe de 30 mètres qui sort d'une part. Oui, mais une frappe de 30 mètres, jamais tu diras que c'est une occasion, quoi. Je veux dire, c'est pas ça une occasion. Moi, j'ai du mal. J'étais plutôt conciliant après le match face à l'Australie par rapport au contexte. Premier match de Coupe du Monde, énormément d'attentes, une équipe jeune, très bien. Et puis tu dis, ok, la première mi-temps était plutôt correcte. Moi, je trouve que dans les duels, on s'est fait un peu bouger. Mais effectivement, on a vu des choses autour des jours en première mi-temps. On se dit, ah, ben la suite, voilà, on progresse. Et puis tu as la deuxième mi-temps. Complètement. Et puis tu as la deuxième mi-temps où il se passe rien. Donc qu'est-ce qu'on tire de ce match? On a progressé. Qu'est-ce que tu aurais voulu voir? Tu aurais voulu qu'il continue à attaquer, quitte à se découvrir et qu'on encaisse un but derrière? Alors ça va être un peu très simple, ce que je veux dire, c'est jouer au ballon un peu. On va vraiment faire ça. On a vraiment l'équipe. Parce que c'est dans une compétition où tu dois gagner. Ah, mais alors, dans ce cas-là, ok. Donc c'est très bien. C'est pas Guardiola. Non, mais super. Pragmatisme, très bien, nanani, nana. On va arriver en 8e, on prend Croatie ou Argentine et on en reparlera. Super tactique. Regarde l'Espagne qui a fait qu'attaquer face au Portugal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait punir 3 fois parce qu'ils n'ont pas été attentifs. Ils se font avoir 3 fois par un extraterrestre. Oui, mais il n'empêche, c'est un constat. Mais il est où l'extraterrestre en face? Je sais pas, il a Gidjouf, le gars teinté. Carrillo, je sais pas comment il s'appelle. Il n'y a pas besoin de jouer. Donc Carrillo égale Ronaldo. Il n'y a pas besoin de jouer le Portugal. Contre l'Iran hier, Espagne-Iran, l'Iran doit marquer aussi dans ce match. Après, c'est une équipe tellement plus faible qu'il ne trouve pas la faille. Mais l'Espagne est en difficulté aussi face à l'Iran. J'ai vu le Brésil en difficulté aussi. Le Brésil en difficulté sur le premier match. J'ai vu l'Allemagne en difficulté. Toutes les grandes nations. Nous, on est pour l'instant la seule équipe à avoir gagné. Donc en fait, si je t'écoute, moi, tu sors avec une meuf qui est dégueulasse, mais ton pote sort avec une meuf encore plus dégueulasse, donc tu dis ça va. Non, en revanche, la théorie des étoiles, quand t'as 8 ans, ça veut rien dire. Moi, je vois. Des étoiles? Oui, c'est-à-dire que. Attends, il ne s'est rien passé en deuxième mi-temps. Mais je suis d'accord avec toi. Mais le truc de dire, il faut jouer au ballon, et voilà. Moi, je l'entends. Je vois qui est le coach, Didier Deschamps. À quel moment ce gars-là va mettre des 4-0? Jamais. Moi, j'ai envie de voir. Donc entre gagner petit comme ça à 0 par rapport à au premier match, une équipe solide. Par moment, je l'ai senti. Par moment, on en reviendra un peu plus tard. Mais moi, j'ai quand même nos latéraux gauche, là, entre guillemets, Matuidi, Hernandez, je vais les défoncer parce que mon gars, c'est intéressant, il y aura plein de choses à dire. Dans ce cas-là, on met pas Didier Deschamps, mais un colonel de l'armée de l'air, et puis comme ça, là où je vais me faire l'avocat du diable et je vais défendre Erwan, c'est qu'il y a quand même un truc qui est un peu triste, c'est que le changement tactique opéré par les Péruviens à la mi-temps, c'est déséquilibrer son équipe en retirant un récupérateur pour rajouter un attaquant. Et bizarrement, tu vois pas la France profiter sur des contres, puisqu'on a joué en contre à peu près tout le match, ou presque. Tu vois pas la France créer des décalages, profiter du fait justement qu'il manque un de ces garçons-là au milieu de terrain. Ça, c'est un regret, il faut le dire quand même. On a très envie de venir et de parler de certains joueurs. Il y a juste un commentaire sur le stream pour dire à Erwan que toutes les femmes sont belles. Donc Erwan, fais attention quand même. Il le sait. Il le sait. La beauté intérieure. Il le connaît. On est quatre. Mais revenons au match. Je suis désolé. Mais revenons au match en effet. Moi, j'ai une question pour vous, parce que vous semblez pas être d'accord avec moi, et c'est cool. À quel moment vous avez senti l'équipe de France en maîtrise? Sur la première mi-temps, je l'ai senti pendant 20 minutes. Mais rien d'autre. Je l'ai jamais senti en danger. En fait, de toute la rencontre, je l'ai jamais senti en danger, tout simplement. Parce que ça. C'est pas ma question. En fin de là, tu me l'as fait à l'envers. Non. Je te demande à quel moment tu as senti l'équipe de France maîtriser son sujet. Moi, sur les phases défensives. Jamais depuis des années. Non mais je trouve que là t'es un peu dur parce que je trouve que dans les phases défensives, c'était quoi la stratégie des Deschamps, et on y reviendra sur le positionnement et le fait que Matuidi soit titulaire à gauche dans ce 4-2-3-1. Il fallait jouer contre Carrillo parce que tu savais que le danger allait venir des côtés avec cette équipe-là et notamment de ce mec-là. Et quelque part, ça a très bien fonctionné. Moi, je trouve qu'on a bien fermé les côtés. Il n'y a pas eu tant de dangers qui sont arrivés de ces côtés-là. À gauche, il y a quand même pas mal de ballons qui sont passés dans le dos, soit de Matuidi, soit d'Hernandez. On en reparlera tout à l'heure, je pense, dans les notes. On en reparlera, mais mon Dieu. Mais bon, bref. Mais après, on peut rester sur la deuxième mi-temps où c'est vrai, il ne s'est rien passé. J'ai aucun souvenir d'une action construite. J'ai aucun souvenir d'une occasion franche. On est acculé. Alors peut-être à la fin, Giroud sur son truc où il aura peut-être marqué. Dembélé a joué des coups mal joués à la fin. Mais on ne sent jamais d'emprise dans le jeu. Ça, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que Griezmann est fantomatique.
en deuxième mi-temps, on le voit pas, et que Pogba, Kanté défendent. Oui, mais il ne faut que défendre. Pourquoi, Tom? Parce que tu as tout le monde dans les 30 derniers mètres. Tu as tout le monde dans les 30 derniers mètres. Et tu peux même faire le reproche à Giroud, qui était aujourd'hui, pour moi, mais on va en reparler, le premier attaquant, mais aussi le premier défenseur de cette équipe. Et lui aussi, il descendait en permanence. Et du coup, au moment où tu récupères le ballon que tu dois te projeter, il n'y a plus personne. Mais comment tu l'expliques ça? On travaille pas ça à l'entraînement, la tactique, le pressing Moi, à 11? Je pense que cette équipe du Pérou est très faible sur les coups de pied arrêtés, que l'équipe de France, et on en parlait avec Max en tout début de match, c'est aussi une des faiblesses sur ce début de Coupe du Monde, et que quelque part, on sait que Giroud de la tête, il peut soulager, il peut aider, et peut-être que c'est pour ça aussi qu'il redescendait. À l'arrivée, la France a tenu défensivement, alors qu'avant la compétition, on disait aussi que défensivement, il fallait faire très attention avec les Bleus. À l'arrivée, ça fait depuis 86 que la France n'a pas encaissé de but en Coupe du Monde contre un pays sud-américain. Donc chapeau bleu, il l'emporte à nouveau. Porter l'œil. C'était qui le dernier? En 86, c'était le Brésil. C'était le Brésil. C'était le Brésil, Ah oui. en effet. Et à l'arrivée, donc nous on se pose cette question après ce match contre le Pérou. Carica, il me semble. Est-ce que Didier Deschamps, But de Zico, c'est le gars qui. on vous dérange dans pas, l'équipe, hein. on vous dérange fait la passe. Non, mais en fait, Wikipédia, vous dérange pas? Ouais, c'est clair. monsieur, À l'arrivée, on se pose la question ensemble dans ce débrief de France-Pérou, les amis. Didier Deschamps a-t-il trouvé une équipe type à travers ce système pour mettre en avant Antoine Griezmann? Il y a du pour, il y a du contre ici. Je vois énormément de commentaires sur le stream, sur Pogba, sur Lemar, sur Deschamps, sur Matuidi, sur la défense aussi des Bleus. Eh bien, on va y venir joueur par joueur avec les notes de la First Team. C'est maintenant, c'est le grand débat de la classe foot. Didier Deschamps a mis en place une nouvelle équipe par rapport à celle de l'Australie en réincorporant Blaise Matuidi, en remettant Olivier Giroud, le meilleur buteur français en activité. Et à l'arrivée, il y a eu du mieux, on va dire, quand même, sur cette évolution entre France-Australie et France-Pérou. On peut afficher la compo d'équipe de départ de Didier Deschamps pour voir qu'en effet, comme le disait Max, Blaise Matuidi n'était pas vraiment dans un milieu à 3, mais vraiment milieu gauche pour compenser et défendre aussi avec Hernandez. Et Mbappé, lui, était donc le milieu droit avec un Griezmann qui pouvait jouer à son poste, celui qu'il désire, celui où il veut évoluer, c'est-à-dire d'électrons libres à côté de Giroud, un peu en dessous. Est-ce que ça vous a convaincu, cette nouvelle compo? C'était une composition d'équipe qui était faite exprès pour affronter le Pérou, une équipe on sait qui allait passer sur les côtés, une équipe qui allait proposer énormément de combats, énormément d'intensité comme on l'a vu. Après, on peut faire le bilan ligne par ligne si tu veux. Devant, moi, je suis très content que Giroud ait joué. Ça a permis de créer des espaces, ça a permis de mettre en valeur, en tout cas, le travail offensif de Griezmann et aussi de Mbappé. Alors, commençons par devant. Allons-y, devant. Si tu veux. Même avant de faire joueur par joueur, moi, je voulais dire un truc. Non, ligne par ligne, même avant ou ligne par ligne, excuse-moi. Est-ce que ça vous semble maintenant logique qu'on ait vu cette première composition sur le premier match? J'ai toujours eu l'impression, moi, que Deschamps, il voulait faire jouer tout le monde. Entre guillemets, je dis tout le monde, 14 joueurs. Et que, il ne veut pas le faire jouer. Hein. Eh ben, il a peut-être raison. Hein. Mais par exemple, Thomas Lemar, on pourra en parler aussi plus tard, qui ne joue pas, c'est bizarre. Mais quand je vois cet effectif, et quand tu te dis que c'était dans sa tête, la compo qu'il voulait contre le Pérou, je comprends son espèce de gestion des égos sur le 4-3-3 du premier match et de ne pas mettre Giroud, qui, au vu de son niveau, aurait dû jouer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est peut-être logique. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous pour dire que... calcul, hein. Moi, je pense pas qu'il soit adapté au Pérou. Moi, je pense qu'il s'est adapté par rapport aux mauvaises performances, notamment d'Antoine Griezmann lors du premier match. Et le 4-2-3-1, ok, c'est bien pour affronter le Pérou, mais c'est bien aussi pour mettre en avant Antoine Griezmann, qui doit être ton leader offensivement. Il a été pendant peut-être 20 minutes. Après, il a totalement disparu des radars. Mais je pense que Deschamps a mis cette compo pour l'équipe de France et non pas pour l'inverse. Sur le premier match, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi comme si c'était un abonnement, Max, c'est juste un abonnement, truc. Il y a un gars qui t'a kiffé, il a fait sur le premier match, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi comme l'idée de céder à la pression populaire où tout le monde voulait voir Dembélé et Mbappé en même temps sauf qu'à l'arrivée, tout le monde voulait ça, tout le monde l'a eu et puis en fait, deux dribbleurs dans une même équipe. Souvenez-vous du match contre les États-Unis aussi où la relation technique entre les garçons devant, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne du tout et peut-être que là, il y a un doute et qu'il repense au match de l'Italie et il se dit ça allait un petit peu mieux, ça allait un peu plus vite. Peut-être l'idée pour l'époque, après c'est ce qu'on a dit la semaine dernière aussi contre l'Australie, jouer dans des petits espaces. On sait que Dembélé et Mbappé l'avaient montré contre l'Italie, ça marchait plutôt bien. Et essayer d'épuiser les Australiens en jouant dans leur dos. C'était peut-être la stratégie. Avant de montrer les notes que la First Team a attribuées à ces Bleus pour ce match face au Pérou, commençons juste ligne par ligne. Et puis on va voir arriver les notes. Mais au lieu de commencer par l'attaque, parce que tout le monde veut entendre parler des buteurs, commençons par Hugo Lloris. Par le bas de l'échelle, par le bas de cette colonne vertébrale. Il faisait peur à certains il y a encore 15 jours. Attention Hugo Lloris après les matchs amicaux. Est-ce que vous êtes rassurés? Oui, il a eu 3 arrêts à faire sur la Coupe du Monde. Il a fait les 3. Et il est sûr. Pour moi, alors tu pourras en parler peut-être mieux que moi, mais il fait les arrêts qu'il faut.
Il est plutôt leader dans les airs. Je le sens pas battu quand il sort. Il le fait avec. Aujourd'hui, il en avait très peu à faire. Parce il a peu à faire, mais son premier match, voilà. Et surtout, dans les pieds, moi, je le sens très sûr. Dans ses relances au pied, parfois, il a été dangereux. Ouais, il a fait des relances en touche. Parfois, il allait chercher la tête d'Mbappé, alors qu'on sait que tu as Giroud d'un côté, voire Matuidi de l'autre, qui va plus aller au charbon. Mais en tout cas, Lloris, il a rempli son rôle à 200%. Et aujourd'hui, il fait partie des 3 meilleurs gardiens de la Coupe du Monde. Il a réussi 2 parades de très grande classe sur les 2 matchs. Franchement, chapeau. Du coup, tu comprends ta non-sélection, toi, Max, qui est gardien. Je la comprends à cause des croisés. Sportivement, je la comprends un peu moins. Bon. Affiche-nous, Polo, Damien, affichez-nous les notes, parce que ça y est, on en vient à la défense. Vous allez voir apparaître nos notes et on va les décrypter ensemble, nos choix face à cette équipe de joueurs non notés qui n'ont pas assez joué selon nous. Dembélé, on expliquera pourquoi on l'a noté. Lloris, match très propre, on vient de le dire, c'est un 6. Et donc cette défense, avec à nouveau les 2 latéraux qui partaient remplaçants au début du mondial, qui sont en fait des titulaires, à qui on a mis 5, mais selon les personnes, ce n'est pas la même, c'est pas le même 5, on va dire. Pour toi, d'ailleurs, Tom, si on démarre à gauche, Hernandez n'a pas fait un bon match. Alors pas faire un bon match, je vais pas lui mettre 2. Hein. Mais moi, je lui aurais mis 4 parce que devant lui, il a un mec comme Matuidi. Donc dans la doublette, on aurait voulu que ce soit imperméable complètement. Sauf que toutes les actions, à part sur la frappe sur la barre de 30 mètres, toutes les actions venaient de la droite et de leur côté. Et moi, je comprendrais jamais qu'une équipe qui joue si bas se fasse prendre autant avec des petites passes en diagonale et des ailiers qui arrivent à centrer. Il y a eu des dribbles des attaquants, donc les fameux attaquants dont on ne se souviendra jamais le nom, mais qui finissent par des hauts. Guerrero, c'est exactement lui, c'est pas Guerrero, c'est pas le numéro 9. Hein. Moi, je parle de l'ailier droit. Je joue attaquant. Je parle de l'ailier droit. Tu vois, Erwan? Personne ne connaît leur nom. Je rigole. Donc, bref, il a été pris souvent dans son dos. Je ne l'ai pas trouvé très serein dans les duels. Je ne dis pas qu'il ait fait un mauvais match. Par contre, je dis qu'on aura besoin d'un mec bien plus serein dans les matchs importants. Et surtout que la compensation, c'est que ce côté gauche, Hernandez-Matuidi, qui est censé être très imperméable, n'a pas complètement été. Et par contre, le change en attaque, il est trop compliqué. Tu vois, au moins, tu es imperméable. Mais alors, en attaque, tu proposes pas grand chose, mais si tu prends des ballons dans ton dos et qu'en plus en attaque, tu es incapable de contre-attaquer, ça fait beaucoup pour un côté gauche. Manu, moi je l'ai trouvé, Hernandez, plutôt intéressant dans les duels. Défensivement, moi je trouve qu'il fait un très bon match. Et la principale preuve. Très bon match. Non. Plutôt un bon match. Parce que, et c'est pour ça qu'il a la moyenne, c'est que, et d'ailleurs, je suis pas du tout d'accord avec votre note sur Matuidi, mais j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais il faut quand même penser. Non, mais attends, il faut quand même penser que Cario, pourquoi il permute au bout de 20 minutes? Alors que tu as l'axe fort de leur équipe, elle est à droite avec le latéral, un des latérales qui va le plus vite de cette Coupe du Monde. Pourquoi il permute? Parce que justement, Matuidi et Hernandez font bien le boulot défensivement. Dans la projection, ok, d'accord. Il y a eu du déchet, et j'ai trouvé ça assez faible dans la projection offensive. Mais défensivement, pour moi, j'ai trouvé ça satisfaisant. Il permute parce qu'il permute, c'est comme ça. Il permute parce qu'il peut pas passer à ce moment-là. Ça va. Mais non, tu permutes parce que ça marche. Coach. Il permute parce que de temps en temps, tu vas te balader à gauche, tu reviens. Mais tu crois que quand il permute, soit c'est le coach qui lui demande, soit c'est lui qui sent, c'est bouché là, je vais passer de l'autre côté. Non, la preuve que Hernandez et Matuidi, ça allait pas, c'est qu'en deuxième mi-temps, quand ils sont passés à 5 derrière, c'était vraiment sur la droite, encore une fois, que les attaques venaient. On n'a rien vu venir de la gauche. Le peu qui revenait de la gauche, on voyait Cario justement revenir dans l'axe. Il a fait une frappe juste au-dessus à un moment. Non, à gauche, pour moi, ça allait pas du tout défensivement. Et quand tu mets 2 mecs qui, justement, leur qualité première sont la défense, tu dois couvrir la profondeur. Mais donc ça veut dire que Mbappé et Pavard, ça défend mieux que Hernandez. Moi, j'ai vu. Attends, on en reviendra plus tard. Mais moi, Mbappé, il a fait des efforts comme je l'ai rarement vu faire depuis 2 ans. Donc là, sur ce match, tu mets Benjamin Mendy, par exemple. Non, mais c'est même pas que ça. Non, mais parce que c'est ça. Hernandez, je le laisse. Par contre, on a le droit de dire qu'il n'a pas fait un bon match. Alors, tant mieux, on n'a pas pris de but. Mais par contre, c'est pas que les duels aussi, le foot. Alors, oui, c'est le minimum. Sur ce match-là, les ingrédients. T'as aussi, je me souviens de Taiwo, c'était le joueur le plus physique du championnat. Non, mais d'accord. Il était tout le temps pris dans son dos. Non, mais d'accord. Tu les as vus les artistes côté français aujourd'hui? Non, parce que c'est pas un match pour les artistes, c'est un match pour les artistes. Il y avait un artiste qui s'appelle Kanté, mais on en parlera tout à l'heure. Ouais, mais Lucas Hernandez, je l'ai pas mis dans les artistes. Non, je sais bien, mais c'est pour ça que je te dis, tu me dis c'est pas qu'un match de duel, etc. Pour moi, si, c'est sur ce critère-là que je. Alors le côté droit, justement, le pendant de l'autre côté, Pavard, moi j'ai trouvé fébrile en première mi-temps, notamment dans la relance. Dans les duels, il s'est fait bouger. Ça allait un peu mieux ensuite. Qu'est-ce que vous avez pensé de Pavard? Est-ce que Sidibé est trop juste physiquement pour retrouver sa place? Qu'est-ce que vous jugez? Alors 5, tu vois, 5 sur 10, c'est la moyenne, mais voilà, pas plus. Pas moins, peut-être, parce qu'on n'a pas été non plus complètement mis en danger, donc c'est dur de mettre moins. Mais je trouve que ce mec-là, qui est censé justement amener une qualité technique de passe, de centre, on a du mal à le trouver pour l'instant. Alors autant en Australie, on n'a pas su bien l'utiliser et le trouver, autant là, il a eu quand même des moments où, comme je te dis, il a souffert dans les duels. Et en plus, quand il a pu, le peu de duels qu'il a pu gagner, sur les relances, les centres, j'ai pas trouvé ça très, très saignant, peu de prise de risque.
Donc non, il faudrait voir avec les deux dans quel état ils sont. Non, je vais pas le défendre. Moi, je trouve que Benjamin Pavard, franchement, jouit d'une cote beaucoup trop importante. Je vois dans les commentaires, tout le monde le défend. Pavard méritait 7, Pavard méritait 8. Honnêtement, Pavard, il n'avait pas été si rassurant que ça. On va taper sur Umtiti sur l'action la plus dangereuse pour le Pérou. Mais il ne faut pas oublier que juste avant, Pavard fait 2 belles erreurs. Il met en touche alors qu'il peut contrôler tranquillement. Derrière, il se livre sur le milieu gauche, il laisse l'espace pour centrer. Pavard n'a pas fait un bon match aujourd'hui et je trouve que le 5 est généreux. Il sent pas le jeu aujourd'hui. Il sent pas le jeu. Il sent pas le jeu. Et tu sais, quand on le met, on fait un comparatif entre ses super perfs dans les matchs amicaux cette saison ou en préparation, j'avais l'impression quand même qu'il jouait avec un mec devant, ça pouvait être Mbappé ou un autre, qui avait envie de jouer avec lui. Est-ce qu'on a vu à un moment donné Mbappé prendre la balle, attendre que l'autre derrière, il va à 200 à l'heure Mbappé, mais est-ce qu'il attend que le gars derrière, il fasse sa petite course, hop, le petit décalage pour un centre ou une passe en retrait? À aucun moment. Il n'a jamais ces moments où offensivement il n'est pas apporté. Et on pourrait le dire aussi pour Lucas Hernandez, parce qu'il y a Matuidi devant. Mais pour Mbappé, tu vois, j'ai pas l'impression qu'ils jouent ensemble. Donc il peut pas. Il y a un manque tout simplement d'alchimie dans ce côté droit. Certains parlent de Sidibé. Sachez que c'est difficile de juger parce qu'apparemment il a eu encore mal au genou juste avant la dernière semaine, avant le mondial. C'est compliqué. On va pas faire un jeu s'il a 60%. Voilà, l'histoire elle est là, c'est que Didier Deschamps il connaît parfaitement le physique de ses hommes. On sait que Benjamin Mendy il n'a pas fait des super prestations physiques lors des entraînements non plus. Donc il y a des choix malheureusement physiques. Alors on peut se poser la question de les voir dans les 23, mais il y a des choix qui sont faits. Aujourd'hui, ce sont ces deux joueurs-là dans l'axe. Comment avez-vous jugé le duo? On a vu par exemple un Varane d'abord autoritaire. Mais Umtiti vous a déçu, je crois. Il y en a un qui a pris la lumière plus que l'autre, c'est Varane. C'est pour ça qu'on lui a mis ici. Je l'ai trouvé patron, notamment en première mi-temps. Ces fameuses séquences de jeu où on a beaucoup reculé. J'ai trouvé que Varane, patron, vraiment. On a retrouvé un peu le Varane du Real Madrid. Et puis par contre, je trouve quand même Umtiti n'est pas rentré du tout dans sa Coupe du Monde. Il en fait beaucoup, il tombe souvent, il parle, il est dans les accrochages. Par contre, il fait tout sauf ce qu'on lui demande, c'est d'être un peu solide et d'être un peu complice avec Varane. Varane aujourd'hui a défendu un petit peu pour 2, allez 1,5 on va dire. Et Umtiti pour l'instant a raté son début de Coupe du Monde. Moi, je suis entièrement d'accord. Alors, Polo est sûrement le plus grand détracteur de France de Samuel Umtiti depuis 6 mois. Lui, il avait envie de voir que Chelsea, malheureusement, il ne sera pas là. Mais c'est vrai que, et je te rejoins, il est toujours dans les mauvais coups. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où il prend un coup de coude, alors ça peut le sonner, mais il est toujours là en train de brailler. Et on ne le voit jamais faire l'intervention qu'il faut. Alors, il ne fait pas un match catastrophique. En revanche, la seule action réellement dangereuse pour Guerreiro, c'est lui qui est carrément pris de vitesse sur un contrôle orienté et une frappe avec l'arrêt de Lloris. Donc voilà, on attend clairement que Samuel Umtiti augmente son niveau parce que sinon, on va être en grande galère. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui nous dit on voit mal les notes, mettez-les en noir. Alors, je te l'ai dit, Lloris 6, Hernandez 5, Umtiti 4, Varane 6, Pavard 5. Voilà où on en est. On est sur la défense pour l'instant. Après, on viendra au milieu de terrain et l'attaque. Cette défense centrale, Manu, elle t'a rassuré ou pas? Moi, j'ai trouvé que non plus, elle n'était pas archi mis en difficulté. Mais je vais rejoindre ce qui a été dit précédemment. Ce qui est terrible, c'est qu'Umtiti, au duel, heureusement qu'il s'est tombé. Comme tu l'as dit, on en parlait. Attends, il y avait des fautes sur lui. Non, mais il y a oui, mais bon, il y a certains moments où il sait aussi, il a un peu de vis, il sait bien jouer le coup, il récupère un bon coup franc. Mais dans les duels, moi, il est très inquiétant. Qu'est-ce que ça va être face à des très très grands attaquants de cette contre Costa, etc. Il les connaît. Les mecs qui jouent en Espagne, il les connaît parfaitement. Il aura moi, je trouve fébrile. C'est exactement. On va répéter ce qu'on a déjà dit face à l'Australie. Autant, je trouve que il a déjà fait une main dans la surface. Il ne le fera pas 2 fois. Ouais, je sais pas. Je sais pas. J'avoue. Max, un mot sur la défense centrale? Non, 6 plus 4, ils prennent la moyenne parce qu'on joue contre une équipe. non, mais c'est ça. Ils prennent la moyenne parce qu'on joue contre une équipe qui est inoffensive. C'était le cas aussi contre l'Australie. Ils ont des occasions contre l'Australie. Les Péruviens, ils ont un penalty, ils doivent marquer. Non, mais je te parle de la France qui joue contre l'Australie, qui ne concède pas d'occasion, et qui joue contre le Pérou, qui ne concède pas d'occasion. Je me demande ce que ça va être. On voit que le Danemark, c'est une équipe qui offensivement a du tranchant. Je pense que dès les 8e de finale, notamment si on se tape l'Argentine, ça va être plus compliqué pour la paire Umtiti-Varane. Et je me permets de réagir. Il y a un message de Pachaco qui dit parler de l'absence totale de jeu, pitié, c'est tellement triste de faire ça avec autant de talent. Merci. Moi, je vais quand même répondre un truc, parce qu'il faut bien que les gens comprennent un peu les différents avis ici sur ce plateau. Moi, je te le dis très clairement, c'est pas sur ce genre de match qu'on voit les grands talents de cette équipe de France. Et qu'est-ce que ça veut dire grand talent? Ça veut dire grand potentiel, pas talent confirmé. Donc attention, déjà, ne les gonflons pas. Et de deux, c'est pas ce genre de match où tu vois les vrais techniciens, les vrais taquineurs de ballon. Je te parle juste, sans parler, là, tu es en train de me parler d'enflammade, de Brésil. Moi, je te parle juste l'envie d'aller de l'avant. L'envie, à un moment donné, de dire on mène 1-0, on peut sans dire attaque totale. Mais
jouer, avoir l'envie de jouer, c'est un jeu quand même le foot. Là, et moi j'ai trouvé que la deuxième mi-temps, ouais, mais à ce niveau-là, et puis surtout, de quoi on parle là, on parle d'un quart de finale. Laisse-moi finir. On parle de quart de finale de Ligue des Champions, de Coupe du Monde, ou on parle des 2 premiers matchs de poule de Coupe du Monde, mon gars. Ça va, non, attends, je te pose une question. Non, vas-y, va au bout. Je finis. Je dis que cette équipe-là, en jouant comme ça, on ira de nulle part. On passe pas les 8e. Tu l'entends, tu l'enregistres. Si on joue comme ça. Voilà les supporters français. Va travailler à l'équipe, gros. Hein. Va les défoncer. Moi, je veux bien. Au bout d'un moment, moi, ce que je vois, c'est que la réalité des grands tournois de l'équipe de France, quand on va au bout, quand on va en finale, alors on passera 82, 86 ou 84, d'accord, voilà, dans une équipe complètement différente. Moi, je vois 98, il faut être solide. Faut pas prendre de buts. Il faut derrière avoir une transition. Il y avait une maîtrise dans le jeu. En 2006, on fait des matchs de poule calamiteuses. Moi, je dis que les équipes, les grandes équipes qui vont au bout, se font jamais en poule. J'ai jamais vu ça. Ça se fait au 8e, ça se fait en 8e sur un grand match. Ça se fait en quart parce qu'il y a un mec qui se sublime. C'est ça la vérité des grands tournois. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Moi je pense que la deuxième mi-temps de l'équipe de France m'inquiète parce qu'il n'y a aucune volonté de réussir à faire 4 passes d'affilée, d'aller un peu de l'avant, de mettre un peu en difficulté le Pérou. Pas en 45 minutes, Thomas, pas une fois. Ça, c'est vrai. Bien sûr. Et alors ça, c'est le constat est le même. En revanche, l'analyse ne peut pas. Tu peux pas dire ça. Enfin, tu peux pas dire ça. Tu dis ce que tu veux. Je m'en fiche. Non, mais ce que je veux dire, c'est que au bout d'un moment, il faut savoir par moment. 45 minutes. Tu n'inquiètes pas. Moi, j'ai vu plein de matchs là depuis le début de la truc. J'ai parié 1500 €. J'ai perdu 1500 € parce que les équipes veulent jouer de l'avant. Brésil ou mec. 1500 €. C'est blindé, c'est Thomas, on est dans le foot total. C'est pas pour autant que j'ai pas écrit. Dans le foot total, genre la Hollande des années 70, là, je te demande juste d'aller. En 45 minutes, on est incapable, en deuxième mi-temps, d'aller inquiéter un peu le Pérou. On est dominé et on a des joueurs par moment pas au niveau. Ça m'inquiète. Moi, ça m'inquiète. Voilà. Quand on voit ça, après, pour te répondre aussi, c'est le problème du très très haut niveau et les joueurs savent que. Excusez-moi, moi je connais pas le très haut niveau. Je suis pas d'accord. Réponds pas ça. Quelle équipe alors tu réponds pas. Alors d'accord. Quelle équipe joue au ballon, fait du jeu hyper léché et gagne ses matchs? Vas-y, aucune. Même le Brésil, même l'Espagne, le Portugal, personne. D'accord. C'est impossible. Donc on a regardé le match, on était 30 là-haut là. C'est impossible. On est tout le monde baillé. Donc tu t'as pas une action en 45 minutes contre le Pérou. Vous allez me dire non mais c'est normal, c'est le très haut niveau. Mais pas du tout. On n'a pas dit que c'était normal. Je te dis que l'Italie en 90, elle fait 3 matchs nuls, elle va en finale parce que en 3 matchs elle prend 3 points et l'Italie en 90, elle va pas en finale, elle va en demi-finale. C'est en l'Italie. Parce que on s'en bat les couilles là. C'est juste pour dire qu'en poule, ils prennent 3 points et ils se qualifient. Je sais pas, j'ai pas compris. Replay, suivez-moi, replay, j'ai pas compris. T'as pas dit ça, Thibaut? T'as pas dit 90? Si, j'ai dit 90. C'est Allemagne-Argentine. C'est en 82. C'est en 82, peu importe. En 94, tu veux dire. Ils prennent 3 points en poule et ils se qualifient, ils vont au bout jusqu'au final. Mais moi j'entends vos arguments. Après, moi je trouve que même en Ligue des Champions, on a un peu ces débats, c'est le haut niveau, nana. Au bout d'un moment, c'est un foot. Et quand tu joues bien au ballon, il peut pas t'arriver non plus grand chose. Je parle pas d'aller comme des fous, faire un football total, mais faire réussir 3-4 passes et inquiéter un peu une défense, ça n'a jamais tué personne. Voilà. C'est sûr. Après, je t'aime beaucoup d'amour. J'ai des sentiments. Et j'ai des sentiments forts pour toi. Après, quand tu es face à une équipe qui, dès que tu fais un 1-2, te met une boîte parce que c'est aussi une équipe très physique, il faut trouver et c'est très compliqué. Et c'est le problème de décanter aussi une Coupe du Monde par des premiers matchs laborieux. Après, on avance. Heureusement, on a un génie. Le big boss. Il s'appelle N'Golo Kanté, c'est le big boss. Tant mieux, on en arrive au milieu de terrain de ses notes. Est-ce que Didier Deschamps a trouvé l'équipe type? C'est le titre de notre débat aujourd'hui. On en parle aussi en même temps. Est-ce qu'on a trouvé une stabilité finalement? Est-ce que ce 4-4-2 rassure la défense qu'on disait fébrile? Le milieu de terrain, les notes, on les affiche. Alors, on commence par Kanté parce que je l'adore, tout simplement, donc je décide. On lui a mis un 8. On peut, vas-y, Kanté, on l'adore tous. Il régale. J'ai l'impression que c'est le joueur le plus technique de l'équipe. Même Mbappé, il me régale pas autant. Kanté, c'est juste le petit génie. Et que faire quand notre petit génie, c'est notre milieu défensif? C'est un peu embêtant, non? Non, l'Italie, c'était Pirlo, ça marchait bien. Ah, bah alors. L'Italie 90. Ils vont en finale, non? Finaliste. 90, c'est final. Non, pas 90. Non, mais Kanté, franchement, excellent match, encore une fois. On était dithyrambiques après son premier match face à l'Australie. Là, il nous a encore une fois régalé. Il a amorcé des attaques. Franchement, c'est plaisant. Quelque part, je me dis, on a peut-être le meilleur milieu récupérateur du monde. Ouais. Regarde, il est avec qui? Busquets? Je le mets au-dessus sur les matchs qu'on a vus. On pourrait en discuter pas mal de temps, des bons numéro 6 trucs. Mais moi, ce qui me bluffe, c'est que c'est un joueur de petite taille qui n'est pas très très costaud. On n'est pas sur du Seedorf, sur du, je sais pas, de Jong, j'en sais rien moi. Des joueurs vraiment costauds. Mais il a une tonicité, une vivacité et surtout, il arrive à jouer simple.
Tu vois, c'est ça qui est fou, c'est qu'il perd pas un duel, il est toujours dans les bons espaces. Il y a un moment, on en parlait avec Thibaut, où le Péruvien fait un contrôle, il le met de l'autre côté, clairement, et l'autre il est aux fraises, mais il est toujours là, il récupère la balle avec son 36, et on va de l'avant. et surtout, donc ouais, il joue simple, quoi. Alors on a Pogba qui fait des roulettes, on a Mbappé qui veut jouer tout seul, mais on a Kanté qui est là, qui va toujours avoir la petite passe latérale ou vers l'avant pour assurer ses petits copains. On n'attend plus qu'une frappe de 40 mètres dans la lucarne et puis on pourra dire que c'est le ballon d'or de l'année, c'est carrément. Pourquoi ça transpire pas plus sur les autres, Manu, sur le jeu des Bleus qui finalement par moment est bien trop compliqué, on te l'accorde Erwan, et à l'arrivée, pourquoi lui qui est super simple, qui fait contrôle passe, qui simplifie le jeu, derrière ça ne suit pas? Je sais pas, la seule chose que je sais, c'est que Deschamps a pris certains garçons à part depuis le début de la préparation et leur a dit, mais putain, mais pardon pour l'insulte, mais épurez votre jeu, épurez votre jeu. C'est ce qu'il leur a dit. Faites moins de touches, faites moins de touches. Et voilà, Kanté est un exemple à ce titre-là. Giroud, on y reviendra tout à l'heure, est aussi un exemple parce que c'est typiquement le genre de joueur qui joue simple. Après, il peut pas se permettre ce que les autres se permettent aussi. Voilà, exactement. Après, on aimerait dans d'autres matchs voir la projection aussi d'N'Golo Kanté, voir faire des différences, casser les lignes un petit peu plus, etc. Là, c'est pas le match qui se prête à ça. On en revient à ce début de Coupe du Monde où techniquement, cette équipe-là qui est pleine de promesses n'est pas au niveau. Alors oui, d'autres aussi, certes, mais j'ai quand même aussi vu des équipes proposer des choses techniques. Alors certes, le Belgique, c'était le Panama, mais techniquement, il s'est passé autre chose, hein, il s'est passé des trucs. Je trouve que la France, sur ces deux matchs-là, et je te parle pas sur 1h30 complète, mais c'est trop rare où à un moment donné, où il y a 5-6 mecs en même temps qui techniquement vont relever le niveau. Pogba, quand il réussit quelque chose, il éclaire le jeu. Le problème, c'est qu'il a beaucoup de déchets. Et finalement, le leader technique de cette équipe, c'est N'Golo Kanté. À qui on ne demande pas de faire ça. Et c'est pas spécialement bon pour l'équipe de France. Mais après, le truc, c'est que, et tu parlais de stabilité dans le milieu, j'espère qu'on verra plus le 4-3-3. Alors, Tolisso a peut-être raté sa chance, déjà. Alors, tu vois, ça se trouve qu'il va le remettre, mais moi, j'aime bien ce truc de responsabiliser Pogba défensivement. C'est-à-dire que N'Golo fait le travail pour 1000 personnes, mais Pogba, je l'ai vu clairement concerné aujourd'hui défensivement. Alors oui, il perd 3-4 ballons hyper dangereux au milieu. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Mais comme tu l'as dit, dès qu'il passe un dribble, dès qu'il fait la bonne passe, il y a directement une situation dangereuse. Et c'est là où on a envie de voir Pogba. Oui, je suis allé clairement sur Pogba. Et mine de rien, il a marqué 3 buts. Et ben, il est sur les 3 buts. Pogba, il est sur les 3 buts en Coupe du Monde. Il est à l'origine du but là, j'allais dire Giroud, mais de Mbappé, en effet, sur la première passe. Pogba décrié, Pogba qui s'est recentré depuis quelques jours. Il a arrêté de danser sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il est dans son mondial? Il est titulaire, 2 matchs d'affilée titulaire. Il est donc, Didier Deschamps lui accorde vraiment sa confiance. Dans ce 4-4-2, il est bien. On peut raconter... Dans son 4-2-3, ouais, mais moi, je trouve qu'on a été assez dur dans les critiques envers Pogba lors du premier match. Et là, quand je vois les commentaires... On n'a pas été critique, juste. Enfin, non, mais je parle en règle générale. On a fait un débat, peut-on se passer de Pogba? Quand je vois les commentaires... On avait dit non. À la fin, on avait dit non. Quand je vois les commentaires, tant sur Oh My Goal que sur le stream, je me dis... Les mecs en attendent beaucoup trop de Pogba. Ils disent on l'a pas vu en deuxième mi-temps. Sauf que l'équipe de France n'a pas existé en deuxième mi-temps. Ils étaient là défensivement. Et Pogba a été aussi précieux défensivement dans la transition. En première mi-temps, c'est lui qui a dicté le jeu. Quand il fallait garder le ballon, faire tourner, c'est lui qui disait ok les gars, on se calme. Il revenait derrière tranquille avec Varane. Quand il fallait amorcer une attaque, et on l'a vu sur 2-3 attaques vraiment éclairs en première mi-temps, en fin de première mi-temps, pardon, il était là. Et à chaque fois, il est là. Et comme tu l'as dit, il est sur les 3 buts. Donc qu'est-ce qu'on demande à Pogba? C'est d'être décisif et il est à 100%. Et un peu plus régulier, si possible. On peut raconter une scène qui s'est passée cette semaine, enfin qui nous a été racontée cette semaine. Je ne sais pas si elle est vraie, mais en tout cas, elle a été racontée par 2 personnes différentes, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Cette semaine, il y a une réunion entre guillemets de crise au sein de l'équipe de France avec un débrief vidéo. Il y a un match également contre les jeunes du Spartak Moscou où la première mi-temps se passe très très mal et il y a une gueulante de Deschamps concernant notamment le pressing collectif, le pressing à mettre en place de manière collective. Et Pogba se lève, prend la parole et dit au coach « Oui mais coach, on a beaucoup changé de système et ce pressing, on a du mal parce qu'on l'a peut-être pas assez travaillé à l'entraînement. » Qu'est-ce que fait Deschamps? Il focalise le travail de la veille à la reconnaissance du stade là-dessus. Et derrière, après le match du Spartak, il prend Pogba à part dans son bureau. On ne sait pas ce qu'il s'est dit, mais on sait que ça a parlé tactique à ce moment-là. Tu vois, on se posait une question, est-ce qu'il peut être le leader de cette équipe de France? Ça, c'est une action de leader en tout cas. Peut-être que par ces petites choses-là, peut-être que ça peut aider. Erwan? Non, mais moi, c'est Pogba, pour le coup, c'est des trucs qu'on voit pas, donc c'est bien que tu nous le racontes. Ça, c'est clairement un truc de leader, de dire, hey coach,
parce que je pense qu'il parle pour tout le monde, de dire là on n'est pas à l'aise, il faut qu'on bosse et tout. Et si Deschamps a bossé là-dessus, oui, c'est des phases comme ça aussi intéressantes dans le groupe, dans la vie du groupe, dans la construction d'une équipe. Alors, sur le jeu, parce qu'on en parle sur le jeu, il y a la stat sur le jeu, c'est que les 3 buts, il est à l'origine des 3 buts. Et ça, et aujourd'hui on l'a tellement vu face au Pérou, dès qu'il passe un dribble, dès qu'il sent le jeu, dès qu'il lance des mecs, on a vu lancer aussi Mbappé, il y a danger. L'équipe de France va de l'avant quand il récupère des ballons hauts. Là on retrouve le grand Pogba. Par contre, moi, je trouve c'est qu'il y a un déchet technique. Encore une fois, des fois, il se complique peut-être un peu trop la tâche. Il y a encore du déchet un peu dans la passe. Il faut que Pogba, même si, voilà, mais tu le vois décrire sur un truc, le jeu s'éclaire. Il faut que maintenant, il soit beaucoup plus régulier. Qu'est-ce qu'il aime la roulette, ouais. Premier ballon du match, roulette, balle perdue. Pourquoi tu vois, on parle toujours de la touche de trop. Alors Mbappé, on en parle un peu. Mais mon gars, qu'est-ce qu'il est? Des fois, il y a des passes pied gauche tranquille. Tu sais, il va faire roulette pied gauche, passe pied droit. Gros, respecte un peu le jeu, tranquille. Tu sais, enlève-toi un peu de pression, tranquille. Parce que si tu la perds, qu'il y a but derrière et il en a perdu 2 ou 3, mon gars, on va tous te tomber dessus. Il a besoin de sentir le ballon. Et malheureusement, il y a cette touche souvent de trop. Il a besoin de sentir le ballon. Avant de parler d'un homme qui fait énormément parler dans les commentaires, Blaise Matuidi, venons-en justement, tu disais, Kylian Mbappé, qui a tenté de faire des différences à nouveau, peut-être un petit peu lâché son ballon plus tôt par moment, qui a voulu obtenir des fautes en faisant la danseuse, il nous a agacé par moment. Est-ce que Kylian Mbappé, il y a du mieux, ce poste de milieu droit dans ce 4-2-3-1, 4-4-2, est-il plus adapté aujourd'hui à ce qu'il fait qu'un semi-poste d'avancante comme face à l'Australie, Max? Ouais, je pense que le poste à droite lui est destiné. Il est rentré. Je comprenais pas la photo de droite. Elle est bien réussie, franchement, lourd. Il est rentré dans le top 10 des plus jeunes buteurs d'une Coupe du Monde. Vous le voyez sur ce classement. Il y en a pas beaucoup qui ont fait de super carrière derrière. Oh, Riggy, quand même. Ouais. Ouais. Et puis Titanic dans 6. Si Chef, il a régalé à l'OM, tu rigoles quoi. Alors Max, toi, t'es plus convaincu sur ce côté droit? Ouais, il m'a convaincu. À part ces 2-3 gris ratés, franchement, il a fait un match solide. Et on le disait un peu en début d'émission. Franchement, Mbappé n'a jamais été aussi présent défensivement sur un match. Je suis content que tu le dises. Même s'il n'a pas gagné tous ses duels défensivement. On l'a vu catastrophique dans les duels aériens. Il sautait avant le ballon, enfin timing zéro. Il fait les plongeons Ligue 1 là. Mais par contre, il était vraiment sur la même ligne que Matuidi. Il est même venu couvrir parfois Pavard. Ouais. Sur les 10 premières minutes. Sur les 10 premières minutes, il fait des replis défensifs sans rire. On l'a jamais vu faire ces replis défensifs. En tout cas au PSG, j'ai jamais vu faire ça. Jamais. Et on est très content de le voir faire. Comme tu as dit, il est maladroit, mais au moins il est là, il est présent et ça apporte un surnom. Je me posais une question là quand tu parlais sur Mbappé, je me disais, mais il fait les efforts défensifs, il arrive à se projeter. Alors moi, je lui demande par moment d'attendre Pavard pour lui mettre, de tenter de s'appuyer un peu plus sur Giroud. Alors vu sa position, c'est un peu difficile par moment, mais je pense que ça pourrait... Il est aspiré vers l'avant. Voilà, clairement. Mais tu vois, quand on parle des attentes et tout ça, est-ce que d'avoir un ailier droit qui est capable sur un dribble de faire différence sur chaque action, mais aussi d'en rater 5 de suite, est-ce que c'est pas juste ça le foot aussi, tu vois? Un mec qui réussit tout, gros. Non, mais il faut prendre des risques, et si tu prends des risques, forcément il y a du déchet. Maintenant, à la fin d'un match, parce que je disais, mais Pogba, il est milieu relayeur, donc forcément il a du déchet. Tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, à la fin du match, il y a une balance qui se fait. Et c'est ce qui fait qu'on dit que tu as fait un bon match ou un mauvais match. Si tu as perdu plus de ballons dans tes prises de risque que l'inverse, c'est que tu n'as pas fait un bon match. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça, enfin, c'est mathématique au bout d'un moment. Oui, tu as raison. Mbappé remplacé en fin de match par Ousmane Dembélé. Certains, nous on a regardé, il y avait beaucoup de monde le match au bureau. Certains disaient pas sortir Mbappé, etc. Je pense que ce gamin de 19 ans, il y a une logique aussi à ne pas lui dire c'est toi qui as les clés parce qu'il y a encore du travail. Et Dembélé, pour moi, c'est un même profil. Et les deux en même temps, ça bouffe du ballon. C'est plutôt des choix utiles de Didier Deschamps de faire jouer les deux comme ça en alternance. En tout cas, Deschamps a montré que sur cette Coupe du Monde, il n'aurait aucune pitié. Tu vois. Il a montré pendant toute la préparation que les Griezmann, les Pogba, il les sortirait pas. Là, la Coupe du Monde, aujourd'hui, sur ce match, il sort Mbappé, Griezmann, Pogba. Donc ils sont quelque part les trois. Mais il les préserve aussi. Il les préserve aussi. Il y a un match important contre le Danemark. Tu préserves, sauf que premier de ce groupe. Tu es en difficulté. Tu vois, logiquement, c'est dans ces moments-là où tu dois te reposer sur tes leaders. Moi, même un Pogba. Moi, je pense que c'est un argument. Alors, j'ai écouté tout ce qui se fait à la télé, j'ai lu tout ce qui devait se lire et écouter la radio, etc. Personne n'arrive à croire à cet argument de la préparation physique et du niveau athlétique dans lesquels sont les grosses équipes aujourd'hui. Moi, je reste persuadé que l'équipe de France, elle sera au point physiquement. Et d'ailleurs, c'est l'ancien préparateur physique du LOSC, tout à fait, qui est en charge de ça. Moi, je pense que tu verras, contre le Danemark, on les trouvera mieux. Et tu verras qu'en 8e, ils seront
déjà dans un état athlétique meilleur. Et je pense que Griezmann, c'est aussi un peu le préserver. Voilà, alors le 4e milieu de terrain, lui, il fait énormément parler. C'est peut-être pas un cadeau de le mettre aussi haut sur le côté gauche, mais bon, il est gaucher. Apparemment, Lemar n'est pas au top physiquement, mais on va en parler. Apparemment, il n'y a pas d'autre solution pour mettre Griezmann dans les meilleures situations. Donc Blaise Matuidi a réellement joué milieu gauche aujourd'hui et non pas milieu défensif. Il a couru, il a bataillé, il a fait du Matuidi. Et à l'arrivée, offensivement, ça n'apporte rien. Voilà, tout le monde crache dessus, tout le monde tombe sur Blaise Matuidi. Finalement, est-ce qu'il n'a pas aussi apporté une cohésion défensive je veux dire, dans le travail de l'ombre, c'est-à-dire courir pour combler les brèches, dans le jeu sans ballon. Après, c'est pas le football. Le problème, c'est que le jeu sans ballon, je veux bien. Le problème, c'est que dès qu'il a le ballon, il n'est pas à l'aise avec. Mais c'est peut-être pas le football d'être footballeur et que quand tu as le ballon dans les pieds, tu n'es pas à l'aise. Il a joué au volley, gros. Non, mais d'accord, mais dans ce travail invisible, dans ce jeu sans ballon, moi je suis désolé, il va au combat. Là, c'est sa chute de la première mi-temps et donc les parodies avec toutes les meilleures chutes de la Coupe du Monde. C'était 4 jours. Même, mon gars. Franchement, là, tu trouves qu'il a fait un bon match? Non, mais tu vois, je suis d'accord sur le 4. Ce serait 4 ou ce serait 5. Ça changerait pas ça changerait pas grand-chose. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce match-là, tu as besoin de ces mecs-là, qui ont cette expérience-là, qui vont, tu vois, à la charge, qui quelque part, mettent de l'allant aussi à cette équipe de France. Tu vois. Pourquoi aujourd'hui, le pressing était beaucoup plus coordonné? Parce que tu as Giroud qui va en premier, parce que derrière, tu as Matuidi aussi qui remonte la ligne et le bloc. Voilà, c'est tu vois, des petits détails qui n'étaient pas là contre l'Australie et qu'on a vu aujourd'hui, et je trouve ça rassurant pour la suite. Moi, je trouve que Matuidi, grâce à Matuidi. J'ai vu ça sur Twitter et je trouve que c'est tout à fait vrai. Il a fait un match d'arbitre. Il a toujours suivi le ballon, mais il n'a jamais touché. Elle est énorme, celle-là. Et là, moi aussi, je te rejoins. Quand on met Matuidi sur le terrain, on lui demande quoi? Courir. Le vrai problème, c'est Noah Warno parti qui le souligne. Le souci, c'est que Erwan a une meilleure conduite de balle que Matuidi. Et ça, Noah Warno parti, à qui qu'on salue évidemment. Ne chauffez pas, Erwan, arrêtez. Là, il y a du gazon. Vous voulez vraiment qu'on vous montre comment? Non, mais on a tous rigolé tout à l'heure, on était ensemble et on rigolait un peu de dépit de ces centres mal envoyés, etc. Mais le truc, c'est que regarde, alors Matuidi, on connaît exactement, on connaît toutes ses qualités. Mais tu le juges aussi là-dessus. On peut pas enlever ça non plus. On connaît toutes ses qualités. Il va courir, débauche d'énergie, les duels. Ok. Maintenant, quand tu es ailier gauche, parce qu'il a été ailier gauche dans ce match-là, on a le droit d'être en attente d'autres choses. Moi, surtout quand il y a un mec comme Thomas Lemar sur le banc. Pour aller dans le sens de Manu, je crois surtout que Deschamps le met dans une position où il n'est pas à l'aise, donc déjà, c'est pas forcément complètement de sa faute. Et dans ce qu'il dit, dans le travail de l'ombre, le fait que Matuidi court, comble les brèches, amène le pressing, c'est aussi toute l'équipe qui court un peu plus, parce qu'après l'Australie, tout le monde a dit, et nous les premiers, on ne court pas, on ne s'est pas bougé le cul, et bien lui au moins il emmène l'équipe. Ça c'est tout à fait vrai. Et lui au moins Matuidi, il va jamais se plaindre, au moins c'est sûr, il va courir, il va mouiller le maillot, il va mettre la tête là où personne ne veut mettre la main. Ça on peut pas lui enlever. Mais c'est une Coupe du Monde, j'aimerais quand même avoir des joueurs qui peuvent faire les contrôles passe maintenant dans le 4-2-3-1 là, c'est dur quoi. C'est dur. Alors après c'est vrai que c'est dur de démonter un mec qui joue pas à son poste. Mais j'irai plus sur Lemar, mais tu me confies que Lemar, apparemment, il y a un petit souci physique là-dessus. Est-ce que. Alors, il y a l'option Fekir, mais Fekir sur un côté, c'est moins senior. C'est ça, alors, comment on fait? Non, mais après, moi, je vais juste reprendre une super analyse qu'a fait Max samedi dernier, ici même, en direct, et qu'a dit j'ai l'impression que cette équipe de France, elle est coupée en deux entre sa ligne du milieu et sa ligne d'attaque. C'est-à-dire que derrière, ça ne suit pas. Au moment où il faut remonter le bloc, ça ne suit pas. Et bien, Matuidi, c'est typiquement ce mec qui va emmener tout le monde. Je rappelle quand même qu'il y avait 7 titulaires contre l'Australie sur 11 qui disputaient leur premier match de Coupe du Monde. Moi, je suis désolé, sur ces matchs-là, tu peux pas te priver de Matuidi. Et ensuite, le choix de le mettre à gauche, bien évidemment, moi, ça me fait pas rêver quand je vois Matuidi à gauche. Je suis le premier à le dire. Allegri l'a fait avec la Juve dans les gros matchs, et notamment contre Naples. Ça n'a pas toujours marché. Voilà. Emery l'a fait contre Arsenal, et on se rappelle de la première mi-temps contre Arsenal qui avait été fantastique de la part du Paris Saint-Germain collectivement parce qu'il avait permis justement de libérer des brèches et qu'il avait été excellent dans le combat. Sur la projection, il met beaucoup d'envie. Techniquement, ça marche pas aussi bien, on est d'accord. On avance les amis justement parce que Blaise Matuidi, le fait qu'il soit pas à son poste, c'est unique pour une seule et unique raison, si je puis dire. C'est celle de mettre Griezmann dans les meilleures conditions. On peut revoir les notes qu'on a mises à Antoine Griezmann qui nous a déçus aujourd'hui. Un 5, on espère de lui en tant que leader des Bleus bien mieux. Mais à l'arrivée, pourtant, avec cette compo, Deschamps le met dans les meilleures conditions, dans l'axe, juste derrière l'attaquant ou même très haut à côté de Giroud, avec qui il a une bonne relation. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation d'Antoine Griezmann? Est-ce que ça serait pas lui, finalement, le grand perdant de tous ces mangeurs de ballon?
finalement. On a rare, moi, j'ai pas de souvenir d'une équipe de France avec des mecs qui font 60 roulettes, qui touchent beaucoup la balle. Est-ce que finalement, ça serait pas lui le grand perdant de cette nouvelle génération? J'en ai un peu l'impression, parce que c'est tellement rare de voir Griezmann sur un match de très haut niveau comme ça, transparent. Et on l'a vu chaque fois. Deux fois de suite. Il a combiné avec Giroud, on l'a senti 2-3 fois, il a mis 2-3 décalages, il sent les coups, on sait que c'est un joueur de très haut niveau là-dessus, mais il est peu à son avantage. Est-ce que finalement, cette espèce de porter le ballon aussi vite que ça, enfin aussi longtemps que ça pour certains joueurs de l'équipe de France, est-ce que finalement, c'est pas lui le premier perdant de cette affaire? Rappelle-toi du début de l'Euro, Antoine Griezmann était transparent, il marque face à l'Albanie en fin de match, mais franchement, ces 2 premiers matchs sont loin d'être étincelants. Là, il recommence pareil. On sait qu'Antoine Griezmann, c'est un mec qui n'est jamais blessé, qui enchaîne des prestations de haut niveau. Si en plus il prend une préparation physique de Greg Dupont ultra lourde, bah forcément derrière le mec a du mal à assumer sur le terrain. Et je pense que c'est trop tôt pour dire que cette génération va desservir à Grisou. Non, je parle pas de cette génération, je parle de le style que de la France. Moi, je sais, j'ai pas souvenir en équipe de France qu'on tente des roulettes, qu'on soit un peu, des fois, un peu football. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme ça. Donc, tout le monde l'a dit. On a dans tous les médias ici avec Jean Duchat, on a dit il faut jouer plus simple, faut qu'on épure un peu. Et c'est pas encore tout à fait le cas. Et donc ma question c'est ça, est-ce que c'est pas finalement Griezmann le perdant là-dedans? Le foot, c'est un sport de tempo. En effet, quand la passe elle est donnée avec une touche de trop, bah, c'est plus le bon tempo. Et Griezmann, c'est un joueur aussi d'instinct qui a besoin de ça, de recevoir le ballon au bon moment, dans le bon intervalle. Et en dehors de ça, il n'est pas grand et il va pas super vite non plus. Et donc, il peut être un peu déstabilisé par une mauvaise alchimie avec les autres. Je sais pas. Regarde, moi, le truc, c'est que, regardez, déjà, tactiquement, on parle d'un 4-2-3-1. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est un 4-4-2. Déjà, défensivement, c'est 2 lignes de 4, on va pas me mentir. Et les deux, ils font l'effort. Alors, Giroud est peut-être un peu plus, tu vois. Mais en 2006, c'était un 4-4-2 défensivement. Et Griezmann n'est pas un 10, tu vois. C'est pas le gars qui va redescendre, qui va créer du jeu. C'est un vrai deuxième attaquant. Donc, moi, le 4-2-3-1, j'ai quand même du mal à le voir tactiquement. Bref, le truc, c'est que il se met pas en confiance quand il a la balle. Tu vois, dans la création du jeu, on donne la balle à Pogba, mais on donne jamais la balle à Griezmann. On le voit jamais redescendre, jouer à 3, dans les petits espaces. Tu vois, on le voit jamais. Donc déjà, ça fait 1. 2, il a pas d'occasion. Il y en a une sur une belle remise de Giroud, mais il se l'a créé à 2. Mais derrière, on le voit plus. Alors c'est peut-être un problème physique, je l'entends. Maintenant, moi, je le trouve aussi peu impliqué. Tu le mettrais à gauche? Parce qu'il y a Clown Popopo qui dit on peut faire un 4-3-3 avec ce même 11 qu'il a touché aujourd'hui. Pas beaucoup. On va voir les stats. En tout cas, il a créé beaucoup d'occasions. Ça, faut pas l'oublier, c'est que Griezmann est là à la création des occasions. En fin de première mi-temps, il fait 2 décalages énormes. Entre la 10e et la 16e, quand elle est 4-5, il a impliqué quasiment sur on parle certainement, via l'Euro 2016, on parle du leader technique, buteur de cette équipe, le meilleur joueur peut-être de cette équipe de France-là. C'est pas assez. Pour moi, l'analyse de cette compo, c'est quand même de dire que Deschamps veut le mettre dans un fauteuil, Griezmann, parce que il met pas. On est d'accord. Giroud. Tu vois, il met Giroud, il met, bon, tu sais, Matuidi qui va faire le sale boulot, ça participe à tout ça. Ça me rappelle un peu le basculement tactique, tu sais, contre l'Irlande. Quand tu parles de Matuidi, j'ai l'impression que tu parles d'un pilier de rugby. Il va faire le sale boulot, il gagne du terrain, il va chercher des touches. Oh putain, en conquête, il est bon. Mais je suis désolé, le foot, c'est aussi ça, mais c'est pas grave. Et après, Griezmann, voilà. Je vais pas le juger, on va pas le juger sur ces 2 matchs. Il y a quand même du mieux. Et avant sur sa relation avec Giroud, dans la relation, moi je trouve que dans la connexion devant, je trouve que c'était quand même le jour et la nuit par rapport à ce qu'on a vu contre l'Australie. On peut pas faire pire que l'Australie. On peut pas faire pire, mais tant mieux que ça aille un petit peu mieux, tu vois. Et comme je te dis, Griezmann, il va monter en puissance aussi. C'est ça qu'on attend de cette équipe de France. C'est pas qu'il gagne 10-0, mais qu'il monte en puissance. Justement, on a mis 2 points d'écart entre Griezmann et Giroud. Où est-ce que tu vois ces 2 points d'écart? Est-ce que Giroud, du coup, eh bien, ça a la réhabilité de ne pas jouer dans ce match kata contre l'Australie? Pour le coup, quand tu parles d'un match de rugbyman, Erwan ou même Manu, Giroud, il a été là, il a gagné ses duels face à 2 mecs qui étaient derrière lui, mais on a vu certaines images sur certains ralentis, il était pris à la gorge, à la nuque, c'était incroyable. Giroud a fait un très bon match, 2 au but, il a apporté défensivement, c'était le premier défenseur, tu as raison Manu, et il a mis dans les meilleures conditions les mecs qui étaient autour de lui, sauf peut-être Matuidi qui n'était pas autour de lui. Ça n'a rien à voir avec Giroud. C'est tort ça, moi. Bravo, ballon d'or, bravo. Et justement, est-ce que mettre Giroud, c'est pas juste, le gage pour Didier Deschamps d'avoir une équipe un tout petit peu plus rapide, collective, rapide dans le jeu, je parle, parce que Giroud, il fait des passes aux autres, grâce à Kanté et grâce même à Matuidi qui lâche vite parce qu'il sait que c'est pas un grand dribbleur. Ça permet à ce que l'équipe joue un petit peu plus vite. Est-ce que Giroud, c'est parfait pour ça? Il y a un truc qui est factuel. Au moment où justement, après la demi-heure de jeu, le bloc du Pérou remonte d'un cran et qu'on touche plus trop le ballon, qu'on est un peu en difficulté, les rares ballons qu'on a ne vont pas vers Giroud, les ballons offensifs. Le premier qui va vers Giroud, ça fait but. Voilà, exactement. C'est le seul, je te dis, c'est le, tu vois, donc ça veut tout dire. Et il a assuré dans tout ce qu'on lui demandait
Quand on l'a mis titulaire, enfin quand Deschamps l'a mis titulaire, on voulait qu'il soit un point d'appui, il l'a été. On voulait que sur des longs ballons, il puisse faire remonter le bloc, il l'a été. On voulait qu'il soit décisif, parce qu'on rappelle que c'est lui qui aurait dû marquer, même si la balle est contrée, et que Mbappé vient marquer. Et t'en sais quelque chose. C'est Jérôme Leroy. J'ai encore perdu du cash, mon frère. Il a fait une Jérôme Leroy avec Ronaldinho au Vélodrome, on la connaît. Et voilà, il a même créé 2-3 occasions en se retournant et en courant, tu vois. Et de manière générale, de toute façon, tu parlais des 2 points de la différence entre Griezmann et Giroud, c'est que Giroud, il y a des occasions, visuellement, il y a des occasions. Puis il a pesé, tout simplement, beaucoup plus que Griezmann. Il a pesé dans le jeu, il a pesé lourdement sur les défenses, comme l'expliquait Max. Voilà, il a fait du Giroud. Giroud, on sait très bien on connaît ses qualités, on connaît ses limites. Bon, moi, avec Giroud, on est rarement déçu, quoi. On est rarement déçu. Et on peut rendre à Polo qui voulait absolument le mettre dans le 11. Et il y a un truc qui est simple. On a été largement meilleur avec Giroud, mais comme depuis 4 ans, j'ai envie de dire maintenant, on a été largement meilleur avec Giroud sur le terrain plutôt qu'un autre. Alors il fera jamais des roulettes, il fera jamais des roulettes de toute mais manière. on s'en a pas besoin. Il est dans les remises, il est dans les remises et les mecs autour, j'ai l'impression qu'ils s'éclatent, ouais, ils jouent juste. Et puis j'ai l'impression que les mecs avec eux, et notamment Griezmann, quand même c'est important, s'éclatent depuis quelques temps à jouer avec lui. Et au pire, tu le sors à la 65e, il va pas faire la gueule. Et si tu veux jouer avec 3 flèches devant, tu peux aussi dans la deuxième partie du match. Et surtout, on a commencé à voir une petite remise là pour Mbappé en première période qui amène une grosse occasion quand même. Ça aussi c'est pareil, c'est des motifs quand même de satisfaction. Je réponds à Carnos TV qui nous dit Giroud accélérer le jeu, mais vous rigolez. Non, fluidifier, c'est ça qu'on a voulu dire. Et l'histoire, c'est que accélérer le jeu, c'est pas prendre la balle et faire de l'athlétisme. Ah oui. Accélérer le jeu, c'est la remettre en une touche de balle. Ça, c'est accélérer le jeu. Et ça, tu peux avoir du bide. Et tu peux avoir du bide. Voilà, et accélérer le jeu. Mais si juste sur une touche de balle, tu peux accélérer le jeu. Voilà, ça, c'est accélérer le jeu. Et Giroud le fait très bien en remise de haut but, notamment. 1-0 pour la France face au Pérou. La France qualifiée pour les 8e après 2 matchs. Il faudra tout de même faire au moins match nul contre le Danemark pour être sûr d'être premier du groupe. Le rendez-vous, il est mardi après-midi. La First Team sera là avec la classe foot avant match et après match en débrief avec vous. Je le rappelle, on est en direct avec Oh My Goal, avec tous ceux qui suivent Oh My Goal. Maxime Orbel, directeur de la publication, est là. On est sur la page Facebook d'Oh My Goal en direct. On est également sur le stream comme d'habitude en direct pour la classe foot. Et tout de suite, on vous fait 5 minutes de news Coupe du Monde parce qu'il s'est passé d'autres choses que les Bleus. C'est très important. La Russie, quant à elle, n'est pas qualifiée, mais je vous le dis, c'est comme si c'était fait. 2 matchs, 2 victoires également, 5-0 d'abord en match d'ouverture, et puis une victoire à nouveau nette pour les Russes. Ce n'était pourtant pas écrit d'avance, certains ne les voyaient pas l'emporter. Ces Russes, est-ce que ça vous surprend, ces prestations? J'espère qu'on est surpris. Moi, j'ai été autant surpris par les Russes que par la prestation de l'Égypte, qui a explosé complètement. Mais les Russes, 2 matchs, 2 victoires, 8 buts marqués. Convaincant, voilà, c'est ça. Je me souviens, il y a quelques mois d'un match contre l'équipe de France, je me suis dit, oula, cette équipe, elle va où? Bah, ils sont qualifiés avec le meilleure attaque du mondial. Merci, bonsoir. Et puis ils sont complètement pris par l'élan populaire. T'as l'impression que c'est l'équipe. Ça te rappelle rien? Un petit peu, ouais. Non, mais tu vois, t'as l'impression que c'est l'équipe la plus fraîche de ce tournoi. On dirait que c'est l'équipe la plus fraîche de ce tournoi. Non, mais c'est vrai, tu vois, il y a des mouvements. Je serais curieux de voir les stats, tu sais, des courses, tu vois. C'est la Russie qui a couru le plus. Tu vois, ça m'étonne toutes pas. les équires. Après, je sais pas si c'est la France qui était là. Je sais pas si c'est à cause de l'élan populaire ou d'autres choses. C'est l'équipe aussi qui gagne le plus de duels. Non mais voilà, et c'est ça qui est complètement fou, c'est complètement inattendu. Et il y a quelques joueurs, honnêtement, moi que je découvre, parce que la plupart jouent quand même en Russie, et notamment celui de devant, la Thierrychev. Il y en a qu'un qui joue. Thierrychev, c'est du Real qui joue à Villarreal. Qui arrive au Real à 4 ans d'ailleurs. C'est pas le Real. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Le Real aussi. C'est le Real aussi. C'est sûr. Il est formé à la Masia, non? Qui a mis 3 buts. Et justement, Manu, tu parles de Russie. On a un globe-trotter du foot qui s'appelle Olivier Chauvin, qui est là-bas en Russie, un ami de la First Team, qui a envoyé un message exprès pour la classe foot pour témoigner parce qu'il est sur place. Merci à toi, Olivier. Salut Thibaut, salut toute l'équipe de la First Team. Alors ici à Samara, à quelques minutes de la rencontre Australie-Danemark, juste quelques impressions de cette Coupe du Monde en Russie qui se déroule vraiment très bien jusqu'à présent. La sécurité autour de vous, les fans également répondent présents. J'ai vu beaucoup de personnes venir d'Amérique du Sud, du Mexique, du Pérou, Colombie, même sans billet, à vouloir venir participer à cette atmosphère, cette ambiance. Les Russes également s'intéressent à cette Coupe du Monde. Alors ils n'ont pas toujours accès au stade, heureusement ils peuvent se rabattre sur les fan zones parfois. Mais il faut dire que voilà, les gens sont très accueillants, ils essaient malgré tout, même si l'anglais n'est pas toujours parfait, de discuter avec nous, de s'intéresser aux gens venus d'ailleurs. Super, Olivier Chauvin sur place, merci pour le témoignage en plein match, nous avoir envoyé cette vidéo. On en a reçu une autre aussi dans la journée sur le compte Twitter First Team. On la passera mardi d'un certain Tank Cred qui nous a parlé de la sécurité, notamment en Russie. Il est sur place. Super témoignage. Autre news de ces dernières heures,
Cristiano Ronaldo qui met tout le monde d'accord. J'étais pas son premier fan, moi je vous le dis, mais là il me transmet des émotions phénoménales de foot, tout simplement parce que c'est un génie. 4 buts là en Coupe du Monde en 2 matchs. Le Portugal peut viser loin avec un joueur aussi hors norme. Cristiano Ronaldo, que dire qui n'a pas été dit sur lui, Max? Bon, c'est compliqué de dire des choses qui n'ont pas été dites. On s'est posé une petite question hier dans la rédac de MyGoal. On s'est dit, est-ce que s'il gagne la Coupe du Monde, ce sera le meilleur joueur de l'histoire, Cristiano Ronaldo? Pas loin, hein. Parce que mine de rien, au niveau palmarès, l'histoire du foot. Mais il gagne une Coupe du Monde, les gars, vous rigolez Coupe du Monde. Il gagne une Coupe du Monde avec le Portugal. Tu le mets au-dessus de Pelé, au-dessus de Maradona. On va pas en discuter en tout cas. 5 Ligues des Champions. Le débat va être long, les gars. Ouais, mais attends, non, mais je dis pas non d'entrée de jeu. Ah bah si, t'as l'air de le dire. Je dis que le foot, il y a quand même une belle histoire, les gars. Ouais, mais il va partir. Oui. Attends, il n'y a pas si longtemps, on parlait de Lionel Messi, meilleur joueur de tous les temps. Ramos a dit hier que Messi était plus fort que Maradona largement. On en refera un débat aussi, peut-être dans l'été, des émissions comme ça. C'est un super débat, s'il va au bout. Des émissions post-Coupe du Monde, pourquoi pas. Cristiano Ronaldo, il n'y a pas grand-chose à dire, on voulait montrer les stats. Regardez le travail qu'il fait sur le corner hier contre le Maroc, à montrer dans toutes les écoles de football, comme dirait Thierry Roland. C'était juste extraordinaire. Un démarquage de basket. Oui, c'est vrai. Quel timing de la tête, il est tellement fort. Autre news absolument importante dont on voulait parler de cette Coupe du Monde, le Sénégal. Victoire d'un pays africain en Coupe du Monde. La dernière chance, c'était le Sénégal et ils l'ont fait. Aliou Cissé et ses hommes, les Sénégalais l'emportent grâce à un impact physique impressionnant, à des grands joueurs, de la technique et finalement, ils ont impressionné tout le monde. On a un spécialiste franco-sénégalais, il s'appelle Ousmane Sall, il est agent de joueur, notamment pour Mondial Foot avec Patrick Mendy, et lui, il nous explique les forces, les faiblesses de ce Sénégal. Eh bien c'est simple. Tout d'abord parce que c'est une équipe équilibrée qui a sur chaque ligne des grands joueurs de grands championnats européens. Ça c'est important. Sauf le gardien de but qui a un jeu de pied un peu moyen, faut l'avouer. Ensuite parce que c'est une équipe réaliste qui a su marquer 2 buts en se créant quelques occasions, alors que certaines n'ont pas marqué de but en ayant une quinzaine d'occasions. Ça fait la différence. Ensuite, parce que c'est une équipe qui a dans ses rangs Sadio Mané, un des 5-6 meilleurs joueurs de la planète aujourd'hui. Et enfin, une équipe ne peut pas aller loin en Coupe du Monde sans un grand coach. Et Aliou Cissé, qui était capitaine de l'épopée de 2002 en Corée et au Japon, est un coach qui sait mener ses troupes, qui a le respect du vestiaire et qui est respecté de tous. Un très bon coach, un Sadio Mané qui est un joueur hors norme, top 6, lui il le dit, top 10 peut-être mondial, une équipe impressionnante physiquement. Ça veut dire que le Sénégal, il y a vraiment des choses à espérer, ou là on s'emballe tout d'un coup parce qu'il y a eu une première victoire. C'est marrant, c'est fait un débat, tu te rappelles, sur WhatsApp, où moi j'étais très emballé par ce match, Tom un petit peu moins, et c'est vrai que la question, c'était de dire que techniquement, c'était vraiment pas l'équipe la plus impressionnante du tournoi. Mais par contre, ce 4-4-2, qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qu'il y a du mouvement? Moi, il y a un joueur que je redécouvre, c'est Mbaye Niang, enfin que j'ai redécouvert sur le premier match, on va voir par la suite. Mbaye Niang, il fait un travail de sape et même de projection derrière. Alors c'est vrai que leurs deux buts, il les récupère sur des erreurs de l'équipe adverse. C'est ça le truc. Mais franchement, il fallait aller battre la Pologne quand même. Le truc, c'est que c'est une équipe hyper athlétique qui a enthousiasmé absolument tout le monde. C'est la première équipe africaine qui gagne un match dans cette Coupe du Monde et on est très contents. Blablabla. Oui, effectivement, moi j'étais très content, je les ai fêtés. J'ai encore perdu de l'argent là-dessus, c'est ouf. Par contre, moi j'ai trouvé surtout que la Pologne avait été nulle, mais nulle, nulle. Krikoviak qui marque, il a été nul. Ça, Thomas, je vais te dire, c'est pas le problème du Sénégal. Hein. Mais attends, moi je leur enlève rien. Sauf qu'il marque 2 buts, tu viens de le dire, sur des trucs, c'est pas l'action construite et but à la fin, là, il marque 2 buts, il gagne, je suis le premier content, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en face, on a vu, franchement, mais l'Iran était largement meilleur que la Pologne. Tu vois, donc au bout d'un moment, je veux bien qu'on soit content. Il n'empêche que voilà, je pense que sur le deuxième match, ça va un peu redescendre. Même si sur le papier, c'est une super équipe. Mais ce qui est fou, c'est que ça fait des années moi qu'on me raconte ou qu'on nous raconte, qu'on explique que le foot africain il pêche parce qu'il y a des grands techniciens et que tactiquement, par contre, c'est à la rue. Et bah, cette équipe-là, elle nous montre tout l'inverse en fait. Il n'y a pas forcément des grands techniciens. Par contre, tactiquement, le 4-4-2, je peux te dire qu'il est maîtrisé. Et tu vois, je me faisais la réflexion quand je voyais l'animation devant, je me disais, oh, j'aurais bien voulu voir ça de la part de l'équipe de France face à l'Australie. Bon, on sort d'un autre match. Et qui aurait cru que le sélectionneur Aliou Cissé, passé par le Aliou Cissé du PSG des années 90, serait devenu le sélectionneur 20 ans mais plus cette tard équipe du à son Sénégal. Image, besogneuse, athlétique. Il faisait partie de l'équipe du Sénégal qui a battu la France en 2000. Si, c'était le capitaine. C'était le capitaine. Ah ouais, c'est le capitaine. Il me semble que c'est le capitaine, si je dis pas de bêtises. Il me semble. Avec les Fadiga et tout ça, c'est le capitaine. Non, il n'est pas capitaine, c'est sûr. Mais bon. T'es sûr? Il me semble que c'est le capitaine. Non, mais non, il n'y a pas de bêtises. Dernière news de l'émission avant de passer à l'interrogation surprise avec vous, voir si vous êtes calé en quiz Coupe du Monde. Dernière news, l'Iran. L'Iran qui perd certains 0 contre l'Espagne. Alors il y a eu
Sans l'arbitrage vidéo, il y aurait peut-être eu 1-1 puisqu'il y a eu un but refusé. L'Iran, c'est le phénomène, c'est la surprise, c'est ce qu'on aime voir de cette Coupe du Monde, tout simplement. Alors moi, ils m'ont de nouveau séduit. Enfin, je me suis réconcilié avec l'Iran. Après le premier match face au Maroc, je les avais trouvés. C'était pas le foot. J'avais dit, il y avait eu 2 perdants dans ce match-là, c'était le Maroc et le football. Je les avais trouvés rugueux, beaucoup trop rugueux. Je pense notamment à cette espèce de coup de plafond incroyable qu'un défenseur iranien a mis au Marocain, qui l'a mis knockdown direct. On n'était pas dans du football et les Marocains étaient tombés dans le jeu un petit peu de ces agressions-là. J'avais pas été emballé. Par contre, j'ai trouvé face à l'Espagne une équipe, voilà, toujours avec ses qualités, mais qui a été une belle équipe de football, un beau gardien, et ils n'ont pas été loin de prendre un point face à l'Espagne et de continuer de rêver. Ceci dit, tout peut se jouer contre le Portugal. Lundi. Les Iraniens se sont donné le droit de rêver sur un dernier match de poule. Bravo à eux. Et quel enthousiasme ils ont. Puis aussi, pareil. Moi, je trouve quelle touche, du mec. Ah ouais, la touche à la fin. Qu'est-ce qu'il prend? C'est la plus belle image du mondial jusque-là. Non, mais c'est sur le ballon, il regarde le ciel, il fait ce truc qui rate. Le ciel, c'est pas grave, c'est ce qu'on a envie de voir, tu vois. C'est ce qu'on a envie de voir. Moi, je trouve qu'ils dégagent énormément de fraîcheur, les petites images inside qui sortent de leur camp d'entraînement et tout, etc. Ça a l'air de mais pas seulement. Parce qu'ils ont réussi à faire déjouer d'abord le Maroc. Le Maroc qui a été éliminé après deux performances un peu gata. Mais là, on parle de l'Espagne. Ils ont été dominés. Ils sont à 2 doigts d'ouvrir le score. Derrière, ils prennent un but. Ils marquent un but. Alors oui, il y a clairement hors-jeu. Là, la VAR a bien fait son taf. Mais quand ils marquent, mon gars, je suis dans mon canapé en train de sauter. En l'Iran, enfin, tu vois, c'est quand même improbable. C'est les émotions de la Coupe. Vous pensez qu'ils peuvent battre le Portugal et se qualifier, aller chercher ce petit truc? Alors, je pense que ça va être beaucoup plus ouvert que ce qu'on croit. Parce que le Portugal, tu as parlé du but de Cristiano et qui porte son équipe. Le Portugal, il marque au bout de 3 minutes face au Maroc. Derrière, mais justement, on éteint la lumière. Il sait rien passé. Je trouve les Portugais assez inquiétants. Une fois. C'est ce qu'on disait. Excusez-moi, pardon, j'ai oublié. Ils ont gagné un euro. J'avais oublié. On revient toujours à ça. J'avais oublié. Excusez-moi, j'avais oublié qu'ici, au foot maintenant, quand tu mènes un 0, hop, tu fermes la maison et tu jettes la clé. Bah non, mais ils ont, et je vais le répéter une 4e fois, tu gagnes à l'euro comme ça, ils vont pas changer à la Coupe du Monde d'après. Ah oui, ils ont une superstar et encore ils sont bien plus techniques. Ils ont mis des joueurs plus techniques. Les plus intéressants. Bernardo Silva, ils ont fermé, ils ont gagné. Boum, voilà, ils vont se qualifier. Bernardo Silva fait un début de Coupe du Monde très moyen. Attention quand même, voilà, nos amis portugais. Attention à nos amis portugais. On a fait le tour des news de ce dont on... C'est une blague, évidemment. Précise parce que je vois déjà les mecs arriver, la nuit portugais. On a fait le tour des news dont on voulait parler sur cette Coupe du Monde. On est revenu bien sûr largement sur ce France-Pérou avec vous, vos commentaires sur le stream et sur Oh My Goal. C'est le moment de remporter la coupe avant le 15 juillet. La coupe de la classe foot, c'est l'interrogation surprise Coupe du Monde. On commence les quiz Coupe du Monde avec des qui est. Je vous pose une question sur l'actu de la Coupe du Monde et vous y répondez comme d'habitude par équipe. Erwan et Manu contre Thomas et Max. Voilà les duos qui sont composés, les équipes solidaires à souhait. Et c'est parti pour la première question de ce quiz. Qui est le premier buteur de la Coupe du Monde 2018? Ah, je sais plus comment il s'appelle le russe là. Cherisev? Non. Qui la pique là, Ah non, c'est Golovin. Oui, Golovin. Mais non, Golovin marque le coup franc à la fin. J'ai oublié comment il s'appelle. Son nom. C'est un grand tonton, c'est l'attaquant qui... 0-0, c'est pas grave. C'est celui qui se blesse. Dossieff, là, je sais pas quoi. C'est Yuri Gazinski, bien sûr. Attends, c'était il y a 4 jours, gros. On a déjà oublié. J'avoue. Non, moi j'ai zappé son blaze. Parce que c'est pas les plus connus, mais je voyais qui c'est, je voyais même l'action. Respecte-moi. Et ça mériterait 0 et 5 points. J'avoue, je vous ai mis des transversales sans échauffement. C'est pas grave. Tout de suite, seconde question. Combien de pays européens ont perdu leur premier match? Oh là là, là c'est... Alors, la soirée de polo a fait du mal. Combien Combien de pays européens ont perdu leur premier match? Vous n'avez pas 3 heures, hein, ce n'est pas le match. 0-0. Une l'Allemagne. 0-0, ils ont faux tous les deux. L'Allemagne, vous avez raison, mais il y a également... Ah bah la Pologne, 2. La Pologne. Allez, on leur accorde le point. Ils ont dit 0. Ouais. Ils ont eu les deux pays. Ils prennent 1 point sur 2. Ils prennent 1 point sur 2. C'est l'Allemagne et la Pologne. En effet, ils ont dit les deux pays. Petite parenthèse, il me régale dans le chat. Ça s'envoie, ça se tacle à la gorge, mon ami. Ça parle de Fekir depuis tout à l'heure. Vous êtes complètement fous, les gars. Prochaine question de ce qui est. Depuis combien de temps l'Allemagne n'avait pas été accrochée en ouverture de Coupe du Monde? 82. Alors toi avec tes dates en Coupe du Monde, franchement... C'est pas ça? C'est pas 82. Bah si, ils perdent contre l'Algérie. Oui, mais peut-être qu'ils ont perdu avant. Accroché, donc c'est peut-être match nul. Depuis combien de temps l'Allemagne n'a pas été accrochée en ouverture de Coupe du Monde, c'est-à-dire leur premier match de Coupe du Monde? 98. Ce n'est pas 82, ce n'est pas 86. J'ai dit 82, moi. Ce n'est pas 82. 2002, 2006... Ils ont été accrochés en 82, mais ils l'ont été après, en fait. Après, 94.
Allez, 0 points, c'est 86. Le nul face à l'Uruguay il y a 28 ans. Ah ouais, putain. Et oui, mais c'est bien que vous soyez accrochés parce gros, que... c'était la RFA, c'était pas l'Allemagne. Hein. Quel joueur de l'équipe de France a eu l'heureuse surprise de se voir dédier un rap cette semaine? Pavard. Ouais, Pavard, incroyable. Bonne réponse. Incroyable, On a l'extrait, les amis? On peut l'écouter. Ça, c'est des questions pour Michael, ça. Sans le son. On peut rappeler. Chante, Max, chante. C'est chaud. Danse comme un pavard, chante, Max. Moi, j'ai même pas écouté. Danse comme un Pavard, c'est tout ce qu'on sait. Et que c'est des mecs qui Je commence à lire, je fais du sale. Je débarque à Stuttgart, je fais du sale. Question suivante. Allez sur Michael. Question suivante. Quels supporters ont nettoyé les gradins après le match de leur équipe? Sénégal. À un point chacun. C'est incroyable comme image. À un point chacun, en effet. Chapeau, même moi, je fais pas ça alors. Chapeau aux Japonais, chapeau aux Sénégalais qui ne s'en vont pas sans avoir laissé tout propre. Ça, c'est de l'éducation. Et ça, c'est de l'éducation. Prenons-en de la graine chez nous en France au lieu de chier partout par terre. Et de... Attends, mais qui chie dans des stades? Moi, mon consultant l'a fait cette saison. Mon consultant l'a fait. Tu connais un mec qui chie dans des stades? Moi, j'en connais un, gros. Mon consultant a chié au stade Bauer cette année. Mais quoi, dans les travées? Dans le stade, gros. Pas au chiottes, dans le stade, dans les travées. Pourquoi il fait ça? Il était malade. Merci pour cette anecdote. Désolé. Hein. Il est 20h22. En effet, c'est très agréable je pense, pour ceux qui mangent en nous regardant en direct de savoir ça. On en est où à combien les points, Sully là? Affiche-nous le score, on est qu'à 2-1. Oh là là, j'avance, on accélère. Bonjour. Du coup, quelle est la question? C'est le capitaine là. Combien pèse le joueur le plus lourd de la Coupe du Monde? 112 kilos. 100 kilos. Il s'appelle Roman Torres, il est panaméen. 100 kilos. Combien, Manu? 105. Le plus proche l'emportera. 98. 112. C'est Erwan qui prend le point, 3-1. C'est 99 kilos. J'ai dit 98. En plus, il est pas très grand. Hein. Pour la première fois. J'ai dit 98. Ouais, mais il a répondu avant. Oh non. Pour la première fois. On prend. Voilà. Pragmatisme 1-0, on ferme. Vas-y, Mathieu, dis. C'est qui le gars qui est mort de rire derrière? C'est Stéphane Brun. Il viendra se montrer à la fin de l'émission. Vous le reconnaîtrez peut-être parce qu'il a fait une greffe capillaire. Pour la première fois depuis 79, les femmes d'un pays du mondial ont pu assister dans un stade à un match de leur équipe nationale mercredi. Iran, bonne réponse, 4-1. C'était Iran-Espagne, elles ont eu un stade, elles étaient d'environ 10 000 et elles ont pu enfin accéder à un match. Bravo. Merci pour elles. Quel est le point commun entre la Suède et le Portugal au fait? On se croirait dans le Burger Quiz. La population dans le pays? Non, à votre avis, au niveau de leur effectif, au niveau des joueurs du Portugal et de la Suède. Ils en ont 23 chacun? Ils en ont 23 chacun? Non. Les plus vieux de la compète. Quel est le point commun entre la Suède et le Portugal? Ils ont la même moyenne d'âge. Bah, ça aurait pu. Ils ont le même nombre de joueurs qui jouent dans le pays. Bravo, bonne réponse de Thomas Dufort. C'est 0 en effet. Dans les grosses têtes, c'est lourd. Aucun de leurs joueurs. C'est qui sont comme ça. Bonne réponse de Thomas Dufort. Aucun des joueurs de Suède et ni du Portugal n'évolue dans leur propre championnat. C'est ce que tu as dit, mais à l'envers. Donc c'est la bonne réponse. Quel joueur, très important, quel joueur a perdu son premier match de poule mais a reçu le réconfort langoureux de sa femme? Lewandowski. Bonne réponse de Maxime. Ça fait 4-3 si je me trompe. Oh, regarde le gars derrière là. Il est chaud. Il est dégoûté. Le mec derrière est dégoûté. Hein. On est à 4-3, hein, c'est ça, Sully. Si on n'y était pas, tu rajoutes les points. Combien doit payer un bar, on parle de la France, en droit d'auteur pour diffuser les matchs de la Coupe du Monde? C'est quoi Voilà, ça sème. Ah ouais, c'est vraiment les grosses têtes. 500 balles. 0 82. 250. Non, c'est payant, Erwan. 250. Beaucoup 15 plus. balles, Vin. Allez, un chiffre. 1500 €. Le plus proche. 1500, non, on dit 2500. Ouais, 3000 balles. C'est beaucoup. C'est cher, non? C'est vite rentable. 5000. T'as vu les litres? C'est vite rentable. Erwan, comme par hasard, est le plus proche. C'est 1000 € que chaque bar doit payer en droit d'auteur pour diffuser les matchs de Coupe du Monde. Il reste 2 questions des grosses têtes, s'il vous plaît. Vous êtes à 5-3 et ensuite il y a qui suis-je? Combien de kilomètres d'écart séparent les 2 stades les plus éloignés de Russie pour cette Coupe du Monde? Mais je vous demande pas la bonne réponse. 8000. Le plus près. 1000? 8000. 8000. Attends, laissez répondre dit après. On a le droit de s'instruire dans la casse-foot. Non, mais c'est la Russie. Moi, je vais dire 11 000. Ouais, j'aurais dit pas mal. 10 000, 8 000.
Ouais, je mets 16 000. 16 000, ouais. Si on faisait une moyenne, on serait loin. C'est 2500 km. Ah, c'est moi pas... On est catastrophique. Et donc, c'est le point, en effet, pour Max. On est Il y a les profs d'histoire géo qui se suicident, là. On s'instruit un petit peu. On a dit 10 000 gros. Genre, un bar doit payer pour mettre TF1. Et ben oui, t'as pas le droit de mettre la télé dans ton bar comme ça et diffuser pour 500 personnes. Faire payer les gens. Faire venir les gens et te régaler sur le dos de TF1, tout simplement. Et de ceux qui ont payé les droits de la Coupe du Monde. Dernière question, très importante. Elle ne vaut pas double, mais dans mon cœur, bien sûr, parce que... Victorian. Non, parce que j'adore les pâtes. Combien Et Neymar. Les 700... Combien illustration de qualité. Combien les 763 joueurs de la Coupe du Monde vont-ils consommer de kilos de pâtes pendant l'épreuve? T'as dit 700. Attends, ils sont combien 700 763. 763 pendant l'épreuve. Allez, on va dire. Je vais la finir moins con l'émission. Combien de kilos de pâtes? On doit être sur 10 000 kilos de pâtes, je pense. Ouais, moi je dirais 4 moi, je dirais 10 000 kilos de pâtes. Donc 4 000 kilos, 10 000 kilos. 10 000 kilos de pâtes. Erwan 2 tonnes. 2 tonnes 5 tonnes. 5 tonnes, 5 722 kilos. Ils reviennent et ils passent devant. Ouais, super. Mais il reste 2. Qui suis-je, les amis, pour terminer les quiz? Ils sont soulagés. Ils sont soulagés, là, ce mardi, je les ai fait chier. Là, ils préfèrent les photos, les nichons et les mecs qui chassent. Tout de suite, c'est le moment du qui suis-je Coupe du Monde. Qui suis-je? J'ai été champion d'Europe U17 en 2013, tu me régales celui. J'ai gagné le championnat dans mon pays en 2016. Je n'ai connu qu'un club dans ma carrière et à peu près toutes les sélections possibles dans mon pays. Je suis né en 96. On parle de moi dans tous les grands clubs européens pour environ 25 millions d'euros, alors même que les Russes s'exportent très mal. Golovin. Bonne réponse. Bien vu. Chapeau, il a été très vite, un but et 2 passes décisives lors de mon premier match. Je suis une révélation du mondial. C'est bien Alexandre Golovin. Vrai joueur. Un point d'avance, ils sont revenus de loin, de très loin, Max et Thomas dans ce quiz, mais il reste une question. C'est grâce aux pâtes et à la géographique. Une question. En effet, ils ont été très bons sur les pattes, ils ont été très bons sur les kilomètres. Vont-ils être très bons sur le dernier qui suis-je qui vaudra 2 points? Forcément. Il y aura un gagnant aujourd'hui. Une excellente question, c'est avec ou sans gluten les pâtes? Ça jamais vegan, ce qu'on a vu. Qui suis-je? J'ai un nom espagnol, mais je ne le suis pas. Oh putain. Ramos. Tu sors. Il y a un Ramos au... Ah oui, il y a un... Vous avez pas au Mexique, au Pérou. Donc ça colle en fait. Tu restes. Non, il est pas espagnol, il a dit. Oui, qui est pas espagnol. J'ai un nom espagnol, mais je ne le suis pas. J'ai joué en Espagne, en Italie, et 2 matchs en Angleterre. Ce qui est pas mal, parce que j'aurais pu jouer plus longtemps en Angleterre, car mon jeu est quand même rugueux. Je sais mettre le pied, quoi. Le Barça avait misé sur moi. La Juve m'a acheté 2 fois. Caceres. Ouais, Martin Caceres. Bravo. Bonne réponse. J'aurais jamais trouvé. De Maxime Orbet. Cette Coupe du Monde est ma 3e. J'ai remporté la Coupe d'Italie, finaliste de la Ligue des Champions. Remporté la Ligue des Champions avec le Barça, champion d'Espagne. J'ai joué avec Cavani, Suarez, mais aussi Sofiane Bouffal et Jérémy Pied. J'ai évolué à Southampton, à la Juve, au Barça. J'ai 31 ans. Je m'appelle Martine Caceres. On termine cette émission en beauté avec notre public en délire. S'il vous plaît, vous pouvez vous présenter. Il est là, le supporter numéro 1 des Bleus. Clément Dantube. Là, vous avez du son. Là, normalement, vous avez du son avec Stéphane Brun. Ça doit fonctionner. Merci à toute la régie d'avoir suivi. Tous ensemble. Allez, ralentez. Merci Damien, merci Polo, merci Sully et merci bien sûr. On vous aime les Bleus. Oh putain. Merci à toute l'équipe pour ce débrief. On se retrouve non pas vendredi mais mardi pour le débrief, l'avant-match également de France-Danemark. France-Danemark décisif pour la première place. On se retrouve avant l'émission, après l'émission. Rendez-vous avec les Bleus, avec cette Coupe du Monde qui nous fait vibrer. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre et à très vite sur les réseaux sociaux pour répondre à vos questions. Remporter des cadeaux. Oh, t'as trop progressé la dernière fois. On termine là-dessus. Il s'est entraîné de ouf. Ah ouais, il s'est entraîné, il le fait trop bien. Ouais, mais il le fait trop bien, je suis choqué. Un grand steak de 2,6 qui passe. Allez.